Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est votre magazine dominical chez Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la longue attente du remaniement ministériel. Depuis la réélection de Paul Biya en octobre 2025 et ses annonces solennelles de fin d'année, le pays vit suspendu au calendrier du chef de l'État. Plus de 8 mois d'attente interminable pour un remaniement ministériel promis, mais toujours introuvable, c'est à se demander ce que vaut encore la parole présidentielle. Bien plus, 2 mois après la révision de la Constitution, le 4 avril dernier, le poste de vice-président de la République reste désespérément vide. Une attente si lourde qu'elle nourrit toutes les fébrilités jusqu'à la récente intrusion surréaliste d'un individu muni de faux décrets dans les studios de la CRTV. L'affaire de l'intrusion à la CRTV montre peut-être que le protocole d'État a vacillé face à un inconnu muni de faux décrets. Si la communication officielle est devenue si poreuse et si l'attente crée une telle fébrilité, n'est-ce pas la preuve que la stratégie du secret absolu a atteint ses limites? Quand une promesse du président de la République faite de façon solennelle met des mois à se concrétiser dans les textes et les décrets, est-ce encore de la stratégie politique ou est-ce tout simplement le signe d'un pouvoir qui hésite et qui ne contrôle plus son calendrier? N'est-ce pas la même hésitation? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes atermoiements qui expliquent que des PCA, des DG et des DGA restent en poste ad vitam aeternam sans pouvoir être remplacés alors que la loi de 2017 fixe les délais maximum à 9 ans. Dans une récente étude rendue publique par le professeur Vivian Ondoa-Biolay, on apprend que 77 PCA, 112 DG et DGA sont hors la loi. L'étude montre que cette situation représente une perte financière nette pour le budget de l'État à hauteur de 40 milliards de francs CFA sur un seul exercice. À cette saignée financière s'ajoute l'inertie managériale et surtout l'insécurité juridique. Comment expliquer que l'État du Cameroun soit le premier à violer ses propres lois? Au Cameroun, la loi est-elle la même pour tous ou s'arrête-t-elle aux portes des directions générales de nos entreprises publiques? À ceux qui répondent souvent que ces DG attendent le décret présidentiel, le pouvoir de nomination du chef de l'État est-il supérieur à la loi votée par le Parlement? Est-ce que le silence d'étudier donne le droit de piétiner la législation pendant plusieurs années? Si les textes sont piétinés dans l'indifférence totale et générale, c'est peut-être aussi parce que la critique constructive qui aurait dû être menée par l'intelligentsia a déserté le champ public. La recherche des prébendes politiques a-t-elle émasculé les intellectuels camerounais? Le mutisme des universitaires sur des questions d'intérêt national, ou mieux, des prises de position complètement contraires à la science qu'ils professent dans les amphis, donnent l'impression que le diplôme au Cameroun n'est plus un outil de réflexion, mais un ticket de loterie pour obtenir un décret. En troquant la rigueur scientifique contre des strapontins politiques, les intellectuels camerounais ne sont-ils pas devenus les principaux architectes du statu quo? L'université camerounaise est-elle devenue un incubateur de courtisans politiques plutôt qu'un laboratoire d'idées? Comment l'intellectuel camerounais peut-il reconquérir sa virilité critique et son indépendance face à un pouvoir économiquement asphyxiant? Le ventre a-t-il définitivement remplacé le cerveau dans l'espace public camerounais? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit des réponses de ce dimanche 28 juin 2026. Convié sur le panel cette mi-journée, Édouard Fauchivé, bonjour, monsieur, merci d'être là. Vous êtes le plénipotentiaire du RDPC sur cette scène, cette mi-journée. Merci infiniment d'être venu. En face de vous, à l'extrémité gauche et donc à droite de votre écran, c'est Moustapha Ngwana, avocat au barreau du Cameroun, conseiller municipal. Merci, cher maître, d'être là. Et juste à ma droite, c'est Edmond Kamgia. Edmond, bonjour, merci d'être là. Et vous êtes journaliste éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant sur droit des réponses. Et pour terminer, Simon Sersor. Bonjour monsieur, merci d'être là. Vous êtes historien, mais vous êtes davantage convié sur cette scène, cette mi-journée,
comme le porte-étendard de l'UPC dans cette émission de droit des réponses de cette mi-journée. Et je voudrais commencer immédiatement avec vous, Simon Serre-Sor. Le président de la République a été réélu en octobre 2025 et a promis un remaniement ministériel. Un gouvernement qu'il a annoncé, du moins c'était le 31 décembre 2025, et plus de 180 jours, je ne sais pas si mes calculs sont exacts, celui qui compte le mieux c'est Cédric Digne. Il y a toujours un gouvernement qui est attendu. Il faut également se rappeler qu'en avril 2026, il a fait voter une modification de la Constitution au Parlement pour instaurer un poste de vice-président de la République. Bientôt 3 mois et toujours rien. Que vaut la parole présidentielle? Ce qu'elle vaut, parce que je crois que j'avais été l'un de vos invités sur le plateau après cette déclaration. Et je vous avais dit de faire attention, quelques jours, ça peut être quelques années, parce que les années se comptent en jours. Et les gens avaient estimé sur ce plateau que c'était exagéré, que quand on dit jour, c'est semaine, pas plus de semaine. Non. Écoutez, pour ceux qui connaissent le système BIA, tout le monde sait que nous sommes dans une sorte de navigation à vue et qu'ils aiment jouer à ce jeu. Maintenant, il y a en dessous d'autres luttes qui ne disent pas leur nom, mais que beaucoup perçoivent. Vous savez que même les modifications de la Constitution qui sont suivies en avril, beaucoup estiment que c'était des usurpateurs qui les ont introduits et que Biya, dans son grand jeu, a laissé faire pour créer la confusion. Parce qu'il est à un niveau d'inertie tel que cette perversion de la politique nationale nourrit ces leviers de contrôle du pouvoir au regard des forces qui lui manquent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il crée des situations qui mettent en confrontation les éléments de gestion de son pouvoir de manière à les neutraliser en interne. Et c'est ça le danger quand vous n'avez pas un parti politique. Je voulais faire une digression en disant qu'il faut préciser que je suis 5e vice-président de l'Union des populations du Cameroun, parce qu'il y a dehors, toujours dans leur digression là, et leur diversion, un ministre qui a décidé qu'il va confisquer la vie des partis politiques en leur imposant une interdiction factice, c'est-à-dire en refusant à la direction légale de fonctionner. Mais c'est à peu près la même chose qu'on a créée. Donc pour le président de la République, un gouvernement n'est pas à l'ordre du jour. Il avait dit dans une anecdote à certains que c'est vous qui avez écrit. Donc les gens ont écrit et lui il a lu. Maintenant, est-ce que ceux qui ont écrit pensaient forcer la main au président de la République? Il est en train de leur montrer, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dehors, entre ceux qui pensent que le pouvoir est à la cuisine et d'autres qui pensent qu'il est dans la chambre des enfants. Il y a beaucoup de choses. Et Biya est donc en train par là, même si c'est vrai, de montrer que ces interactions ont été créées volontairement pour neutraliser toute capacité. Et ceux qui sont dans le milieu économique sentent bien que le Cameroun est presque neutralisé, au point où le ministre des Finances est en train de vouloir faire une réforme qui va couper encore le pouvoir d'achat des Camerounais. Pendant longtemps, on a considéré que ce temps long du président de la République était une force du point de vue de la stratégie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, cela ne paralyse pas, on va dire ça comme l'action publique face aux urgences économiques, par exemple? En 44 ans, ça a été une force en quoi? Ce que les Camerounais et le RDPC est là, qu'ils me citent une seule action qui a abouti sous le régime Paul Biya de manière parfaite et efficiente. Une seule. En fait, Biya gouverne par démission pour sanctionner tous ceux qui veulent lever la tête. Vous savez qu'à l'intérieur, ceux qui travaillent sont presque sanctionnés. On promeut plutôt la médiocrité. Et c'est ça qui a détruit le Cameroun. Si vous faites le bilan du Cameroun, il est catastrophique. Si vous le comparez au potentiel par rapport aux réalisations, parce que analyser le Cameroun est très complexe. Par exemple, prenez une ville comme Douala, vous pouvez avoir l'impression que le nombre de rues goudronnées a été multiplié par 2. Mais si vous regardez ce qui a été investi pour le faire, et le résultat, vous allez voir qu'on a perdu 50% ou 100%. Si on vous donne le nombre d'écoles secondaires qui ont été créées, vous allez dire, ah mais on a évolué. Mais quand vous regardez ces écoles et vous regardez le coût qu'on a mis, mais parce que personne ne surveille rien. Les derniers exemples patents qui nous poursuivent encore sont la CAN, la gestion du Covid
et puis les fameux barrages qui ne donnent toujours pas l'électricité au Cameroun. Alors, Édouard Fauchivet, est-ce que l'absence d'un décret du président de la République, un décret très attendu depuis le 31 décembre, est-ce que cela ne favorise pas, n'est-ce pas, la manipulation ou la multiplication des faux décrets comme ceux qui ont failli être lus à la CRTV n'eût été, n'est-ce pas, on va dire ça comment, le sens du discernement poussé, Vigilance. la vigilance, merci, des confrères là-bas. Oui, on a tendance à penser à ça. Votre question a sa réponse. L'as d'attendre fait en sorte qu'il y ait des gourous qui veulent à tout prix voir leur nom au niveau d'un décret. Je crois que par rapport à ce que disait mon frère Soro, il faut, pour moi, la lecture est simple pour ce qui fait en sorte que la parole présidentielle soit aujourd'hui portée comme doute. Il y a d'abord au niveau de la lecture royale. Le président gère son calendrier et c'est lui qui nomme. Donc, institutionnellement, constitutionnellement, c'est le président qui nomme. La deuxième chose que je vois, c'est la lecture cynique. La lecture cynique pour dire quoi? Que l'annonce servait pour le président à geler certaines ambitions. Ceux qui, n'est-ce pas, attendaient à tout prix être les nouveaux leaders de ce pays. Et le président, j'ose croire qu'il les a détectés à cause de ce silence. Et la troisième lecture que je fais, c'est une lecture réaliste pour dire que, sorti d'une élection présidentielle et faire presque 200-300 nominations, mérite aujourd'hui, avec la nouvelle vision que lui-même a annoncée, l'intégration d'une jeunesse et des femmes, méritait que le casting, parce qu'il faut dire la vérité, il y a des moments où le casting n'avait jamais respecté certaines contraintes. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure à Soro, la fuite de certains cerveaux de ce pays qui servent ailleurs, c'est parce que la lecture qu'ils avaient d'atteindre certains objectifs pour leur pays n'était pas claire. Ils étaient obligés. Quand je dis ça, je donne tout de suite un exemple. Les meilleurs médecins en Afrique du Sud où les Camerounais vont se soigner sont des Camerounais. Par exemple. Donc, ces Camerounais auraient pu ouvrir des cliniques. Pendant longtemps, on a eu le sentiment, du moins il y en a qui ont théorisé cela sur les plateaux de télévision, indiquant que le problème en réalité se situe au niveau des collaborateurs du chef de l'État qui n'appliquent pas toujours à la lettre les instructions du chef de l'État. C'est ce que je voulais dire. Mais là, on a affaire au président de la République lui-même qui prend la parole, qui dit de façon solennelle, et des jours, des semaines, des mois plus tard, toujours rien. Mais il s'agit de cette lecture réaliste, M. Fangwa. Le président de la République ne fait pas le travail de la recherche des énergies positives. Ce sont ses services, ce sont ses collaborateurs. Quand on dit, par exemple, de proposer, par exemple, M. Ngouana comme un des juristes de l'État, le président peut dire, en termes des équilibres, vous savez que nous jouons encore aux équilibres ici. Je parle des équilibres au niveau des régions. Et vous comprenez que aujourd'hui, ces services, pour moi, sont biaisés complètement. Lorsque vous voyez déjà un directeur des services de renseignement qui est où, là où vous savez, c'est qu'il y a doute au niveau des fiches de renseignement de ce pays. Comprenez-le. Alors, si on demande donc qui est M. Ngouana, quand on a posé ce genre de questions, les services de renseignement donnent ce qu'on appelle l'identité de Ngouana, le CV de Ngouana, sans lui demander. Mais lorsque on est donc face à un État qui hésite, qui ne maîtrise plus grand-chose. C'est pour ça que j'ai parlé du troisième point, la donne réaliste. Vous avez suivi, je suis parti du cynisme et jusqu'au réaliste. La réalité aujourd'hui sur le terrain, c'est que, sorti d'une élection comme celle d'octobre, et préparer 200-300 nominations, chacun vient avec son dossier. C'est-à-dire que s'il a demandé à 3 collaborateurs de lui donner des propositions, c'est-à-dire quand vous prenez les 3, vous mettez sur la table, il n'arrive même pas à cerner
Or, dans l'ancien régime, c'était fait, même quand il y avait les équilibres. Aujourd'hui, tout se monnaie, tout s'achète. Alors, Maître Moustapha Ngwana, quand une promesse du président de la République faite de façon solennelle met des mois à se concrétiser, encore que cela n'est pas encore concrétisé, dans les textes et dans les décrets, est-ce encore de la stratégie politique? Est-ce qu'on n'est pas en face, est-ce que ce n'est pas le signe d'un pouvoir qui hésite et qui ne contrôle plus grand-chose? J'avoue que quand on dit qu'un pouvoir qui ne contrôle plus grand-chose, je me pose la question de savoir s'il n'a jamais contrôlé quelque chose. Parce que s'il avait contrôlé quelque chose, je pense que notre pays ne serait pas là où il se trouve aujourd'hui. Le président de la République du Cameroun a pris de manière répétitive des décisions ici dont les délais n'ont pas du tout été respectés. J'en cite au moins deux autres. Nous avons une Coupe d'Afrique des Nations qui devait se jouer ici au Cameroun. Le président avait solennellement déclaré que la CAN se tiendrait à bonne date. Aujourd'hui. Mais la CAN ne s'est pas tenue aujourd'hui. C'est pas son ministre qui l'avait dit. Le président de la République lui-même a dit que la CAN allait se tenir le jour dit. Et la CAN ne s'est pas tenue le jour dit. Le ministre avait indiqué que c'était un ordre du président et qu'il allait tout faire pour que cet ordre soit respecté. Le même président a eu 50 ans pour préparer le cinquantenaire de la réunification. On devait le tenir en 2011, on l'a tenu en 2014. J'ai dit le président de la République, c'est lui-même qui avait pris ces engagements-là. Les 10 engagements n'ont pas été respectés. Donc aujourd'hui, venir dire qu'il s'agit de stratégie, je pense que le président est dans les errements permanents de sa gouvernance. Parce que notre pays est complètement à l'arrêt. Le Cameroun est complètement à l'arrêt. Et on peut venir dire aujourd'hui que ça peut être la stratégie. Oui, c'est une stratégie. C'est la stratégie de la non-gouvernance. Parce que quand les gens parlent de la mal-gouvernance, je pense qu'ils sont très gentils. Nous sommes dans une situation de non-gouvernance où on a l'impression que c'est un pilotage automatique. J'ai entendu au moment de, c'est la navigation à vue. Et j'ai entendu au moment donné, on demandait au ministre de donner chacun sa feuille de route. Vraiment, moi, de mon point de vue, lorsque vous êtes désigné, vous, président de la République, c'est vous qui devez fixer le cap. C'est vous qui fixez le cap. Vous donnez à chacun, quand vous confiez un poste message à quelqu'un, c'est pour qu'il vienne implémenter les politiques que vous avez prévues dès le départ. En 2018, ici, là, nous avons un président de la République qui a été élu sans avoir battu campagne, sans avoir eu un programme politique qu'il a proposé aux Camerounais. En 2025, il avait les slogans. En 2025, c'était les slogans. Et j'ai entendu, j'étais sur un plateau avec un militant du RDPC qui disait que non, qu'on avait pris le libéré communautaire. J'ai dit que non. Le libéré communautaire était un livre qui est dépassé. C'était un livre qu'on a écrit en 1997. Donc, quand vous le prenez près de 40 ans après, entre-temps, il y a l'économie numérique, il y a tout ça. Dit que c'est un livre qui est complètement dépassé. Et encore que c'est un livre qui était écrit par lui. Mais justement, les communicants du RDPC, à cette élection présidentielle, indiquaient que pour le réalisme communautaire avait été réactualisé avec l'intégration, justement, de cette donnée numérique dont vous parlez. Non, mais j'ai bien compris. Le problème, c'est que un livre qui a été écrit il y a 40 ans et qui n'a pas été implémenté. Parce que si le livre avait déjà, si les réalisations qui étaient prévues entre 1987 et 2018 avaient été réalisées, on ne serait pas en train de... On aurait pu peut-être faire un programme qui tenait seulement sur le numérique ou bien sur les secteurs qui restaient à pouvoir développer dans notre pays. Mais on est revenu complètement sur l'ouvrage, on revient sur les questions, et les questions essentielles de l'unité nationale et autres, qui sont des questions qui auraient dû être réglées il y a très longtemps. Je dis... On ne peut pas, parce que j'entends qu'on dit que non, l'entourage du chef de l'État et autres, on ne peut pas attendre d'un homme de 93 ans qu'il agisse comme s'il avait toute la vie devant lui. Parce qu'en réalité, quand vous voyez le président de la République agir, il s'est dit qu'il se comporte comme un jeune homme de 25 ans qui se dit qu'il a toute la vie devant lui pour pouvoir dérouler un programme, pour pouvoir se rattraper. Non, le président n'a plus le temps de pouvoir se rattraper. C'est fini. C'est un homme du passé avec un lourd passif, comme disait l'autre en France. C'est un homme du passé avec un lourd passif. Et il faut qu'il puisse se comprendre. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes avec un président qui est beaucoup plus intéressé par les soucis de santé qu'autre chose, parce qu'il a un âge où on est perclus par la maladie, où on doit prendre plus soin de sa santé qu'autre chose. Même dans nos familles, lorsque vous avez des gens qui ont son âge, c'est-à-dire que même aux réunions familiales, ils sont là juste pour inaugurer les chrysanthèmes. C'est pas pour diriger un pays de plus de 30 millions d'habitants ou plus de 70% au moins de 30 ans. C'est impossible. Alors, sur le long silence du président de la République, il y a un certain nombre d'éléments qui sont évoqués par
par les communicants du RDPC et les tenants du pouvoir. Si on prend par exemple le cas du remaniement ministériel, ils estiment ils se souviennent que le président de la République, dans une interview à Radio Monte-Carlo, indiquait qu'il voulait qu'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Alors si le président estime par exemple qu'il est justement sur ce que vous appelez la dernière ligne droite, il est peut-être important, sinon nécessaire, qu'effectivement, qu'il mette en place un dispositif qui lui permet de pouvoir réaliser cet objectif-là. Sur le poste de vice-président, par exemple, beaucoup estiment que ce n'est pas un exercice facile parce qu'il faut aller regarder les profils. Il y a des technocrates, il y a la ligne dure qui est détenue par ceux que vous connaissez, il y a l'hypothèse Franc-Billard, il y a le profil anglophone, puisqu'on estime que si on doit désigner un vice-président aujourd'hui, il faut qu'il soit... Alors, est-ce que tout cela ne peut pas justifier que le président prenne du temps pour pouvoir effectivement désigner un tel vice-président? Le président de la République n'était pas obligé de faire la modification constitutionnelle pour pouvoir se donner le temps de la réflexion. Parce que lorsqu'il modifie la constitution, ça veut dire que le temps de la réflexion est déjà passé et le processus décisionnel est mis en place. Le processus décisionnel est mis en place, on modifie la constitution, il faut immédiatement que la République puisse recommencer à fonctionner. Parce que le Cameroun est à l'arrêt. Parce que quand on dit qu'on dit le silence, j'ai même vu qu'il y en a qui ont écrit des thèses sur le silence. Et ils ont eu leur doctorat. Ils ont eu le doctorat, c'est-à-dire que des doctorats inutiles, il faut que je le dise comme ça, qui ne peut pas permettre à un pays de pouvoir, comme le nôtre, de pouvoir se développer. Quel est le sujet, quelle est la solution qu'ils ont résolue à travers des thèses comme celle-là? Vous remettez en question l'appréciation portée par le jury, un jury de haut vol sur ce sujet. Je suis un citoyen. Puisque la thèse a été reçue. Je suis un citoyen. Et par des... en tout cas, on revient sur les intellectuels tout à l'heure. Dans le dernier sujet. J'ai bien compris. Et c'est pourquoi, juste pour faire une digression, vous comprenez donc pourquoi est-ce que parmi les 3000 premières universités au monde, il n'y a pas une seule université camerounaise. Il y a les 3000 premiers au monde, il n'y a pas une université camerounaise. L'université camerounaise, l'université camerounaise est complètement au ras de pâquerette. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Tchad et autres sont devant nous au concours d'agrégation. Je vous précise qu'il y a 2 chefs d'État du Burkina Faso qui étaient formés ici au Cameroun. Thomas Sankara et son ami Blaise Compaoré. Le Cameroun formait presque toute l'Afrique noire francophone. Que ce soit les militaires, que ce soit les médecins, que ce soit les ingénieurs, c'était au Cameroun qu'on les formait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même quelques-uns qui continuent d'arriver au Cameroun. Donc notre pays est complètement à l'arrêt. Et je pense que les militants du RDP feraient mieux de nous expliquer, de ne pas trop la ramener. Et la question du gouvernement également. Le président Paul Biya n'était pas obligé de nous dire qu'il va désigner un gouvernement. Parce que c'est un pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est un fait qui est incontestable. Mais lorsque vous êtes président de la République et que vous faites une déclaration, et vous dites que dans les jours qui viennent, il faudrait que vous puissiez tenir parole. Et il y a suffisamment de citoyens camerounais à même de pouvoir travailler pour que la nation puisse avancer. Aujourd'hui, nous nous posons, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, nous posons la question de ce que deviennent ceux qui arrivent après nous. Ce que nous avons généré, nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Dans quel Cameroun est-ce qu'ils vont pouvoir vivre? Est-ce qu'il appartient à un homme de 93 ans? Aujourd'hui, on dit même qu'on est en train de faire le recensement, mais le recensement est complètement grippé. Combien d'entre vous avez reçu dans vos domiciles les personnes qui font le recensement en question? Combien? Et c'est inacceptable. Le Cameroun est complètement à l'arrêt. Donc nous avons besoin d'autre chose. Edmond Kangia, certains observateurs qualifient l'incident de la CRTV de tentative de coup d'État en douce. Mais au-delà du caractère grotesque, n'est-ce pas, de l'acte, est-ce que ce n'est pas un signe qu'il y a une partie des réseaux de l'ombre qui s'impatientent face au mutisme présidentiel, au point de vouloir dicter le calendrier de remaniement au président de la République? On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a les fumigènes, non? C'est un gros signal. Ce qui s'est passé récemment à la CRTV et qui a défrayé la chronique et suscité un vaste débat, une véritable polémique sur les conditions dans lesquelles les Camerounais sont gouvernés aujourd'hui. Nous pensons que c'est effectivement l'un des camps qui s'affrontent qui serait à la manœuvre. Mais nous ne dirons pas de quel camp il s'agit. Mais nous savons que ce jeune homme était porteur d'un document qu'on a qualifié, enfin, qui a été qualifié d'un vrai faux authentique. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments d'authenticité des documents qui partent de la présidence pour la CRTV. Il y avait des éléments d'authenticité et d'autres éléments qui laissaient croire
que ce n'était peut-être pas vrai et qui suscitait une confirmation de la source présidentielle. Et c'est pour cela que j'apprécie le travail de nos confrères de la CATV, d'avoir cherché à vérifier la source. Parce qu'il faut toujours critiquer, vérifier, critiquer la source. On nous l'apprend dans toutes les écoles de journalisme. Donc, c'est l'un des signaux forts de la bataille que se mènent les camps qui s'affrontent pour la succession du président Paul Biya. C'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est en relation avec la dernière révision de la Constitution, qui est probablement liée à celle-là. C'est que nous avons le sentiment que cette révision-là, qui n'était pas utile, qui n'était pas nécessaire et qui n'était pas urgente, je l'ai toujours dit, visait vraisemblablement à calmer des appétits de certains. C'est le côté cynique dont j'ai parlé. Effectivement, calmer les appétits de certains prétendants à la succession du président Paul Biya, des prétendants autour du président, des prétendants au sein du gouvernement ou en dehors. Mais précisément des prétendants dans le système, dans le régime en place. Il fallait calmer ces appétits, leur donner l'impression que d'un moment à l'autre, on va nommer un vice-président. Mais je puis vous dire qu'en réalisant encore ce matin, la manière dont ça a été formulé, le président de la République peut nommer un vice-président. Cela signifie qu'il peut ne pas nommer. Et il faut s'attendre à ce qu'il ne nomme pas. Parce que Paul Biya, il est jaloux de son pouvoir. Il ne nommera pas un vice-président. Je puis le dire. Il ne nommera pas un vice-président. Et je pense que c'est le second scénario qui aura lieu. Le scénario prévu par la disposition constitutionnelle qui a été évacuée. C'est-à-dire, le président du Sénat finira par assurer l'intérim du président de la République. J'en ai la ferme conviction à l'analyse. Ah, vous dites ça pour décourager les réseaux, c'est ça? Ce n'est pas pour les décourager, c'est pour leur dire la vérité. De l'analyse politique que je fais de la gestion du pouvoir par le président Paul Biya depuis 43 ans. Avec les retombées qu'on vit maintenant. Je vous assure, c'est mon analyse de la situation actuelle. Ils ne nommeront pas un vice-président. Ils vont continuer à attendre. Mais il faut dire quand même, par rapport à ce qui s'est passé à la CATV, qu'il faut s'interroger. Parce que certains ont parlé d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État. Ça y ressemble presque. Mais cela n'a pas eu lieu. Grâce à la vigilance de nos confrères. Je voudrais terminer en disant que dans les affirmations faites par le président de la République depuis au moins 2019, je parle 2018-2019, parce que j'estime que dans la préparation de la CAN, lorsqu'il a dit la CAN va se jouer le jour 10 et que cela ne s'est pas déroulé le jour 10, parce qu'on était en 2019, c'était la CAN 2019, on l'a joué finalement 3 ans après, 2022. Ça a désacralisé la parole présidentielle. C'était le début de la désacralisation officielle de la parole présidentielle. Et cette désacralisation s'est poursuivie au moins à 2 occasions que vous avez citées tout à l'heure, c'est-à-dire le discours du 31 décembre 2025, où il a annoncé un gouvernement dans les tout prochains jours. On ne peut pas dire tout prochain jour, 6 mois après, il n'y a pas de gouvernement. Il y a un problème. Alors, on ne peut pas annoncer un vice-président 3 mois après, il n'y a pas de vice-président. Je vous dis qu'il n'y aura pas de vice-président. Maintenant, pour le gouvernement qu'on attend, il n'y aura pas de gouvernement. J'ai peur qu'il n'y aura pas de gouvernement. Alors, Simon Serge Soro, si le sommet de l'État prend tout son temps pour nommer, à la base, l'administration, on s'éternise un tout petit peu. Il y a comme une sorte de flou artistique autour de la parole et des décrets du président de la République, et cela a fini par créer, j'ai failli dire une dangereuse jurisprudence, celle du laisser-faire, notamment dans nos entreprises publiques. Il y a une étude qui a été rendue publique par le professeur Vivian Ondoa-Biolay qui indique que 102 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, 77 présidents de conseil d'administration sont aujourd'hui hors la loi, leur mandat ayant expiré depuis longtemps.
elle s'appuie, la prof, sur les lois de 2017, entre autres, qui limitent la durée, n'est-ce pas, totale des mandats des DGA, des DG, DGA et PCA à 9 ans maximum. Alors la question que moi je pourrais essayer de savoir... 6 ans et 9 ans. Oui, 6 ans et 9 ans. 6, oui. 9. Alors, certains sont en poste depuis plusieurs décennies. Comment expliquer qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun soit le premier à violer ses propres lois? Ben, l'État du Cameroun, depuis la période coloniale, a toujours violé les lois qu'on a dit être en application sur le territoire. Le Cameroun oriental, donc le Cameroun français, est né d'une violation de la loi internationale. Les Français ont décidé de faire du Cameroun leur colonie, alors que nous étions en pourparlers. Vous savez, c'est pour ça que quand les fratres des loges viennent souvent ici là raconter des histoires où c'est du passé, parce qu'ils veulent émasculer tout le peuple camerounais, parce qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, d'endormir dans des rites qui n'ont rien à faire, ils font des monuments là souvent dans la ville, ils disent qu'ils veulent là ensorceler tout le peuple camerounais. Ils leur refusent de connaître leur histoire. Le Cameroun n'a jamais respecté la loi depuis les commissaires, les hauts commissaires. Et Biya n'a fait que suivre ce que ses pères lui avaient laissé. Moi, je suis surpris quand les gens attendent souvent quelque chose de lui. Nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous sommes clairs là-dessus. Tant que les Camerounais eux-mêmes ne créent pas un contexte de république, parce que nous sommes encore, je dis toujours aussi que nous sommes en monarchie déguisée. Et M. Fauchivet vient de le dire. Nous sommes en monarchie déguisée où, en fait, la loi est faite pour intimider et maltraiter les populations quand elles essayent de s'interposer pour exiger leurs droits. Voilà à quoi sert la loi au Cameroun. Il n'y a aucune loi qui a jamais été respectée. Aucune. Dans ce pays, vous savez, on vient de faire l'autoroute. Les citoyens sont en train de casser les brèches pour entrer à l'autoroute et personne ne leur dit rien. L'autoroute Simalène-Yaoundé. Allez regarder. L'autoroute, voilà Yaoundé, sur un certain tronçon, les gens vont commencer à faire leur route. Les autorités passent tous les jours les voies. Pour eux, c'est rien. Parce qu'ils se considèrent comme, n'est-ce pas, ce que Frantz Fanon avait décrit. C'est des gens qui sont là, ils disent que s'ils peuvent s'enrichir en accompagnant ceux qui pillent au Cameroun, ils vont s'enrichir, c'est tout. Maintenant, quand nous, les citoyens, on veut bien observer ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit au peuple camerounais, écoutez, ces gens coincés dans leur bisbille veulent créer l'insurrection. Ils veulent pousser le peuple camerounais à la rébellion, comme on a vu pendant les élections, pour après sortir l'armée et nous mater et garder le pouvoir. Voilà le chemin qu'ils ont en tête. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'il y ait une implosion sociale. Et c'est du sommet. Parce que n'accusez pas un chien qui a mordu un enfant, allez arrêter son maître. Vous vous intéressez aux gens qui ne respectent pas la loi. Le premier qui ne respecte la loi, c'est le président Paul Biya lui-même. Vous savez que c'est les Camerounais qui ont créé un mécanisme de loi rétroactive. C'est-à-dire que la Constitution dit que tu as 2 mandats. Ton deuxième mandat va finir, tu changes la Constitution, tu dis que c'est elle qui s'applique à toi. Ça n'a été vu nulle part dans le monde. Nulle part. Et les juristes diplômés se sont levés, c'est comme on appelle intellectuels à gauche et à droite. Là. Ils disent que c'est vrai, c'est bon. Mais monsieur, votre mandat est fini. Ce qui s'applique à vous, c'est la Constitution qui était là avant. La nouvelle ne s'applique pas à vous. Donc Biya lui-même ne devrait plus être au pouvoir depuis 2008. Il est le premier à être illégal. Biya est le premier président à être illégal au Cameroun. Ça, il ne faut pas que les gens discutent. Comme même dans n'importe quelle faculté de droit, la loi n'est pas, il est là, rétroactive. Ce n'est pas parce qu'on a changé la Constitution que tu es candidat, non. Ce qui s'applique à toi, c'est la Constitution qu'il y avait quand on te lisait. Mais lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que c'est une spécificité camerounaise. Mais je vous dis bien... On l'a vu dans d'autres États. Les autres ont copié chez nous. Modifié la Constitution pour devenir candidat à l'élection présidentielle. Faites l'état historique. Mais nous l'avons copié aussi ailleurs. Non, nous on a imposé ça. Parce que dès que vous levez la tête, on dit non, je veux voir mes enfants grandir. Et jouant avec ça, ou alors, comme on sait, on vous met tellement la pression que vous lâchez, sauf certains qui ont décidé de continuer le combat. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que en réalité, nous sommes dans une sorte de volonté de pillage accéléré, de confiscation du pouvoir déclaré. Ne prenez jamais Paul Biya au mot. Paul Biya, depuis qu'il est Premier ministre, donnez-moi une seule phrase qu'il a dite et qu'il a respectée. Ceux qui le connaissent savent qu'il avait les choses qu'il avait dit qu'il aime. Si on les dit ici, ça ferait faire honte à la République. Paul Biya, ce qui l'intéresse, c'est comment il fait pour rester là. Et toutes les déclarations qu'il faisait, elles sont pour ceux qui veulent l'écouter. La preuve, santé pour tous en l'an 2000. Quand il a pris le pouvoir, il croyait que l'an 2000 est très loin. Donc la démocratie, il n'en a pas envie. Son ami avait dit, il avait dit que c'était le meilleur élève de la France. Son ami a dit, la démocratie est un luxe pour vous, il a validé. Donc Paul Biya n'a pas besoin de démocratie au Cameroun.
Paul Biya ne pense pas à la prospérité des Camerounais. Pas un seul. La preuve, toutes les entreprises qui devaient permettre aux Camerounais d'avoir le seul indice que le peuple africain doit avoir, le bonheur minimum, c'est-à-dire avoir accès à la nourriture. Vous semblez zoomer sur le président de la République dans cette affaire des DG, des DGA et PCA qui sont hors la loi. Mais ceux qui sont en poste... Qui les a poussés hors de la loi? C'est ça le problème. C'est pas, vous ne pouvez pas... Biya vous a nommé. Si vous démissionnez, on va vous poursuivre pour insubordination. Le professeur on va vous poursuivre. Maintenant, je vais demander à un juriste, est-ce qu'il y a une disposition qui permet aux citoyens camerounais, moi je suis prêt, l'UPC est prêt à se constituer partie civile. Est-ce qu'il y a une disposition qui permet que nous, les citoyens, on saisisse les tribunaux pour que cette DG soit poursuivie? Mais parce si que, elle est là... Parce que justement, la question, Simon Sersor, c'est, oui, d'accord, vous critiquez, vous dénoncez, mais après, qu'est-ce que vous faites, vous, dans l'opposition? Est-ce qu'il y a une disposition légale? Je dis, si un DG démissionne, on va le poursuivre pour tentative de coup d'État. Je vous le dis, parce qu'il aurait désobéi à Paul Biya. Paul Biya l'a nommé... C'est une émission sérieuse. Attendez, vous pensez que toutes ces personnes-là ne savent pas qu'il est hors la loi? Vous pensez que... Moi, je connais des DG qui sont très, très sérieuses et travailleurs. Je vous dis, si vous démissionnez là, d'abord, un a démissionné, vous savez qu'il est mort quelques temps après, par accident, dit-on. Il y a un seul qui avait osé... Simon Sersor, le professeur Viviane Ndoye, dont on parle, que je connais très bien, qui a fait ce travail, elle était directrice générale. Elle a démissionné. Adjoint de la RMP. Elle a démissionné, oui. Elle a démissionné. Pourquoi tu ne parles pas? Elle n'est pas en prison. Je dis, depuis qu'elle a démissionné, vous n'êtes pas sûr que le fait qu'on la nomme nulle part... Non, dis donc, c'est quel genre il y a directeur RMP. Moi, je vais vous dire, voici des directeurs qui sont là depuis 40 ans. Et ce n'est pas des jeunes. À la SNH, là, il y a même un qui a fait de la SNH, sa société privée. Sa femme est devenue directrice. On ne sait pas par quelle alchimie. Et ses enfants même seront nommés. La société d'État est devenue un bien public. Il a fermé les portes à un PCA. Le conseil d'administration n'a pas eu lieu. Vous voulez me dire que ces gens sont bêtes? Je refuse. Je vous dis, il y a des sociétés clés où si quelqu'un démissionne, je ne suis pas sûr qu'il va faire une semaine. Parce que mais c'est le président qui les nomme. Pourquoi le président n'enlève pas? Fauchive, vous êtes là. Pourquoi le chef de l'État qui a le décret ne les enlève pas? Puisqu'ils sont... Monsieur, la SNH c'est 40 ans. La FNE c'est 34 ans. Le Bucrep c'est 24 ans. Sopecam c'est 22 ans. SNI 21 ans. Alucam 21 ans. INS 18 ans. ONCC 17 ans. CNPS 16 ans. API 15 ans. Anti 15 ans. FECOM 15 ans. ANAFOR 14 ans. ISSMP 14 ans. ANOR 14 ans. IRAD 14 ans. KPDC, récemment créé là, 14 ans. Ne prenons pas, laissons les 12 ans. On peut te donner 3 ans pour te débrouiller. Ceux-là, vous voulez me dire que tous ces gens-ci, personne n'a jamais songé à des... Moi, j'ai les indiscrétions. Il y a un directeur de banque ici qui est parti. Il ne voulait même plus revenir. On a envoyé les gens nuitamment le supplier que là où tu es, si tu veux vivre, reviens gérer ton poste. Alors, reviens gérer ton poste. Donc, faites très attention. Je dis, c'est un système préparé. Et je le redis, si même Fauchive, je crois qu'elle est d'accord avec moi. Ces gens laissent cette situation parce qu'ils préparent une insurrection. Parce que tu fais... Donc il faut que les Camerounais sachent que cette DG qu'on veut jeter à la vindicte populaire. Je vous dis, si un chien commence à s'aimer de la discorde, arrêtez son maître. Tu ne fais que dire la même chose. Arrêtez son maître. Edouard Fauchive, au Cameroun, la loi est-elle la même pour tous ou elle s'arrête aux portes des entreprises publiques? Aux portes des directions des entreprises publiques. On n'a pas besoin de ça. C'est même un gars de première année va au port de Karouba. La loi est faite pour tout le monde. La loi n'est pas faite. La loi n'est pas segmentée pour A ou bien pour B. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est cette fameuse loi du 12 juillet 2017 à ses articles 10 et 11 qui délimite, n'est-ce pas, les mandats. Avant cette loi, il y avait d'abord une loi de 99, une loi de 99, et avant elle, il y avait une ordonnance de 95. Donc c'est pas nouveau. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit de... Vous avez dit que la loi de 2017, je vous dis que non. Mais je dis que cette loi dont nous parlons, je parle de ce... On ne parle pas que de cette loi-là, on parle de... Mais monsieur Mouana, laissez-moi répondre, vous avez beaucoup d'appétit. Je dis, cette question... Aujourd'hui, les études du professeur Biolay sont centrées sur cette loi du 12 juillet 2017. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est elle qui a fait les études, vous ne l'avez pas fait. Comprenez ça quand même. Alors, donc, elle a centré dans ses recherches sur cette loi
les deux articles 10 et donc 11 pour faire comprendre qu'il y a limite de mandat des PCA et des directeurs généraux. Moi, je suis d'accord avec tout ce que mon ami Soro a dit, mais sauf qu'il n'a pas répondu à votre question, qui est d'ailleurs la déterminante. C'est-à-dire que les concernés eux-mêmes, parce que les concernés qui agissent maintenant au nom du peuple, puisque c'est eux, il est directeur général d'eux, il sait parfaitement que Oui, il laisse l'entreprise. Je vous ai suivi. Cette loi de 2017 précise à un de ces articles que tous ceux qui, au terme de leur mandat, continuent, ça veut dire que juridiquement, tous les actes qui sont posés sont nuls et de nul effet. Ils le savent. Donc, les 40 milliards dont il est question après l'étude du professeur, c'est 40 milliards par an pour tous ceux qui ont signé des actes. Donc, si vous prenez 2022, 2023 jusqu'à 2026, c'est 40 milliards fois 5. Ça veut dire que les entreprises d'État ont perdu plus de 200 milliards de francs. Donc, voici une simulation simple qu'on peut faire. Mais c'est quand même grave. Hein, mais c'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça, donc, il faut revenir à l'architecture même maintenant. Le directeur général et le PCA qui convoque un conseil d'administration, un conseil budgétaire, qui va signer un budget pour donner à un directeur général d'aller l'exécuter, c'est parfaitement qu'il n'a plus le droit de le faire. Montrez-moi un PCA qui a écrit au Consupé, puisque c'est ce ministère qui contrôle, pour dire par exemple que si je signe, n'est-ce pas, ce budget de cette année, je risque d'être poursuivi par le gouvernement de la République. Donc, eux tous sont dans le cadre de ce que j'ai appelé la gestion protégée. Ils sont dans la gestion protégée. C'est celui qui nomme Oui, monsieur So, calmez-vous, nous sommes quand même à Guinée. Vous n'êtes pas dans une chaîne de télévision là où on bagarre. Attendez qu'il termine. Calmez-vous. Si vous voulez bagarrer, allez dans les chaînes de télévision à Yaoundé. Permettez qu'il finisse. Mais laissez-moi terminer. Je vous ai suivi. Apprenez à suivre. Je ne sais pas pourquoi je vous gêne. Je dis donc au-delà de la responsabilité, n'est-ce pas, du président de la République, qui non, la responsabilité maintenant des dirigeants, dont les articles 10 et 11 précisent, n'est-ce pas, le thème de leur mandat, ils sont plus concernés que le président de la République. Parce que si moi je suis directeur, vous avez cité le cas du professeur Biolay. Le professeur Biolay, non seulement a été directeur général, il gère aujourd'hui, au niveau de l'université de Soie, un projet de plus de 500 millions de francs, dont il a été nommé. Et pas le recteur. Voilà, et pas le recteur. Pour dire à Soro qu'il fait les histoires, lui il est dans l'histoire politique. Nous on parle de ce qui se passe là. Le professeur Biolay n'a jamais été inquiété. Et il vient de nous dire que le directeur du truc qui est mort par accident, donc ça veut dire c'est parce qu'il avait démissionné. C'est lui qui vient de dire. C'est vous qui le dites. C'est vous qui l'avez dit. En tout cas, on n'a mis aucun nom ici. Hein. Je ne sais pas de qui vous parlez. Donc, oui, mais c'est lui. Il a dit. Donc, il voulait parler Non. Pourquoi je l'accompagne? Non. Parce qu'il connaît. Non, s'il vous plaît. Donc, alors, je dis donc... Il n'entre pas dans votre véhicule, là. Je dis donc que un directeur général, un PCA, comme il a cité de 14 ans, qui démissionne et qui refuse de gérer. Et moi, je verrai comment on ne va pas nommer quelqu'un à la place. On a nommé un directeur général adjoint à la place de Bioué. L'institution continue aujourd'hui. Bioué continue à faire ses études. Elle n'est pas inquiétée. Mais soyons quand même sérieux. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est PCA. Il sait parfaitement que je fais 3 fois 2. Je suis directeur général, je fais 3, 9. Et il est à 17, à 21, et il est directeur général. Et vous me dites, parce que le président de la République, même si c'était pour le protéger, parce qu'il faut le dire, et c'est là où je suis d'accord sur le premier raisonnement. On n'a pas... Une loi est faite pour être appliquée. Je crois que Maître Ngouana ira dans ce sens. C'est tout. Une loi est faite pour être appliquée. Et donc, si la loi n'est pas appliquée par le constituant,
que celui qui subit la loi puisse directement le faire. Biwele l'a fait et les Camerounais étaient enchantés et nous pensions que à partir de Biwele, les autres directeurs généraux devaient comprendre que ça ne sert à rien. Parce que le gouffre dont il est question, quel que soit le gouvernement qui viendra, on pourra leur demander. Hein. Ah non, parce que vous gérez l'argent des Camerounais. Et vous ne pouvez donc pas aujourd'hui créer un gouffre de 40 milliards, alors qu'en un mois, on peut prendre les 40 milliards pour pouvoir payer dans les salaires. Non, il faut être sérieux. Et donc, ça ne concerne ni parti politique, ça concerne les Camerounais. Que les directeurs généraux, même s'ils sont d'un parti politique, qui se rendent compte aujourd'hui, qui sont en attente de décrets pour pouvoir les changer, qu'eux-mêmes ils posent, pour que les Camerounais voient qu'ils sont effectivement des bons gestionnaires. Être bon gestionnaire... La plupart, c'est le cadre du RDPC. Être bon gestionnaire, ce n'est pas en termes de résultats. Être bon gestionnaire, ce n'est pas en termes de résultats, c'est en termes de respect, aujourd'hui, de loi. Or, une loi vous dit que vous êtes à 14 ans, vous êtes à 22 ans, vous êtes directeur général. Posez, au moins faites cette lettre pour qu'on ne vous nomme pas. Pour qu'on vous laisse. Et que vous montrez quand même le bon sens que vous aviez demandé à partir. Voilà ça. Comment est-ce que cela va être pris au RDPC? Si vous avez un chauffeur, parce que la plupart, ce sont des cadres de votre parti. Mais ce n'est pas question. On ne vous nomme pas parce que vous êtes un cadre politique. On vous nomme parce que vous avez des objectifs à atteindre. Voilà. Alors, Maître Moustapha Ngwana, tous les contrats d'envergure, les recrutements, les chèques signés par des DG dont les mandats sont expirés sont techniquement nuls et attaquables en justice, non? Je pense que si vous voyez, si vous voulez vous limiter à l'heure de 2017, ce que vous dites est juste, pourrait être considéré comme juste, mais seulement, il faut savoir que ces entreprises-là sont soumises au droit OHADA. Elles sont soumises au droit OHADA et il y a un principe de la hiérarchie et normes juridiques. Ça veut dire que ce texte-là, tel qu'il est libellé, me semble être en porte-à-faux avec l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales. Ah bon? Oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a même la théorie des dirigeants de fait. Si, par extraordinaire, on était dans cette hypothèse-là, et qu'il y avait une violation imputable, il y avait une violation aussi grave que celle qui est indiquée là, aucun banquier n'accepterait qu'il décaisse l'argent. Donc c'est parce qu'on sait qu'à côté, il y a au moins à minima la théorie du dirigeant de fait qui fait que bon, l'entreprise doit continuer à fonctionner. Et il y a des conseils d'administration qui se tiennent. Il n'appartient pas aux banques et autres qui sont des tiers à l'entreprise pour venir s'immiscer dans le fonctionnement des entreprises. Celui qui doit pouvoir encadrer tout ça, c'est celui qui est investi du pouvoir de nomination. C'est le président de la République qui désigne ces différents directeurs généraux. C'est lui également qui a le pouvoir de les démettre. C'est ce que nous appelons le principe de parallélisme des formes et des procédures. Donc, le même acte par lequel vous avez désigné quelqu'un, c'est le même acte que vous prenez pour pouvoir le démettre. Et il ne faut pas oublier que nous sommes également dans un contexte particulier où les gens sont dans une espèce de déification et de sacralisation du chef. Qui fait en sorte que chaque fois qu'il a pris une décision, même lorsque la décision est mauvaise, il y a toujours des gens pour venir défendre les décisions sur les plateaux. Donc, M. Fauchiver est une des exceptions. C'est-à-dire que généralement, au RDPC, tout ce que le chef fait, tout ce que le chef de l'État fait est bien. Le chef de l'État est investi, d'un pouvoir divin, d'un pouvoir dogmatique. Tout ce qu'il dit devient une règle absolue que nous devons tous respecter. Mais ce qu'il faut surtout, de mon point de vue, relever dans cette situation, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Le non-respect de la loi par le président de la République n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement. La loi est entre les mains de ceux qui nous gouvernent un instrument, non seulement au service de la pérennisation au pouvoir, mais un instrument même de la jouissance du pouvoir. Parce qu'il faut pouvoir le comprendre comme ceci. Je prends un exemple. Nous avons au Cameroun un article 66 de notre Constitution. L'article 66 vous dit que si la déclaration des biens, vous dit que avant d'entrer en fonction, vous pouvez déclarer vos biens et autres. Mais le chef de l'État, et la Constitution dit que c'est la loi qui doit organiser ça. Le président de la République prend une loi, non pas pour organiser ça, mais pour renvoyer à un décret. En 2006, on a pris une loi. Ça dit que cette loi-là est contraire à la Constitution. Parce qu'en réalité,
la loi en question n'avait pas la possibilité de renvoyer à un décret l'organisation des mécanismes de mise en, de mise en œuvre de l'article 66. Parce que la Constitution dit que c'est la loi qui doit organiser. Donc, c'est-à-dire que c'est une loi sui generis. C'est ce qui devait être prise. Pas une loi dont l'application ou l'implémentation doit dépendre d'un décret. Et ça, c'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement chez nous. Et ce mode de fonctionnement ne tient pas qu'au chef de l'État. Même lorsque vous avez des institutions chez nous, la Cour suprême prend des décisions dans les affaires concernant la société et autres. La Cour suprême a pris des décisions, mais les ministres sont allés en contravention des décisions en question et ils sont restés en fonction. Rien ne est arrivé. C'est-à-dire qu'on a violé l'architecture même de la démocratie parce qu'on dit qu'il y a la séparation des pouvoirs. C'est un élément essentiel de la démocratie, la séparation des pouvoirs. Mais lorsque vous vous rendez compte que le pouvoir judiciaire prend une décision, on refuse d'appliquer. Et en matière foncière, alors, c'est tous les jours que ça, tous les jours que ça arrive. C'est-à-dire que les juridictions prennent des décisions, les gens s'y opposent. D'ailleurs, la Cour suprême elle-même, dans la rentrée solennelle du 17 février 2022 et de février 2025, rappelle d'ailleurs cet état de choses où leurs décisions ne sont pas prises en compte par les fonctionnaires du ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières. Donc il faut savoir une chose, c'est un mode de fonctionnement qui est propre au RDPC. Vous voyez par exemple, on se retrouve par exemple devant une institution par exemple qui est censée juger. Peut-être que je vais un peu ramener les choses à un cas que j'ai connu. Vous devez être devant le Conseil constitutionnel. Des gens ont posé des actes de faux. Faux qui peut être prouvé. Nous demandons au Conseil constitutionnel de renvoyer pour pouvoir faire des investigations, comme elle a souvent fait par le passé. Mais dans la volonté, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pérennisation du pouvoir du RDPC, le Conseil constitutionnel décide de ne pas convoquer les pouvoirs qui sont les siens. C'est inacceptable. Qu'est-ce qui nous aurait coûté le 4 août 2025 de renvoyer le dossier pour un jour? Et ce que j'ai dit, je ne le disais pas ex nihilo. J'avais été en 2018, je représentais le SDF, où le président du Conseil constitutionnel avait renvoyé la cause pour pouvoir convoquer un certain monsieur qui était le chef de la communauté Babadjou, Tenin Detcho, dont on remettait en question l'existence. Donc il y a eu un pouvoir d'investigation qui l'a mis en branle. Cette fois-ci, nous demandons que oui, mais qui reçoit les cautions? Qui reçoit le financement des partis politiques? Qui est celui qui est l'interlocuteur du MINAT et même de Eleka pendant des années? On se tait. Un ministre de la République sort. Il vous dit qu'on a trafiqué le site. À l'UPC, c'est encore permanent. Et rien n'est mis en branle. On a pris des décisions de justice pour réhabiliter l'UPC, je crois que c'était Balégal qu'on a réhabilité comme président de l'UPC. On a réhabilité Madame Kawala. Mais il y a un ministre de la République qui dit que lui n'en tient pas compte. Il n'en tient pas compte. À la présidence de la République, on voit quelqu'un marcher avec un écharpe rouge. Et les sous-préfets vous écrivent. Bien sûr. Et ces personnes-là sont récompensées en étant désignées dans les institutions de la République. Les personnes qui contribuent. Donc, c'est un système. C'est un système qui est mis sur pied pour empêcher à notre pays de pouvoir se déployer, de permettre aux Camerounais de pouvoir déployer l'entière capacité, à son entière capacité de libérer les énergies des uns et des autres. Donc, vous comprenez donc en un mot comme en mille. S'agissant par exemple des directeurs généraux, un directeur général de mon point de vue peut rester même 50 ans, mais il faut que la loi le prévoie. Si vous êtes rentable, oui, je dis que si vous êtes rentable, ça veut dire que si vous êtes rentable, parce qu'on peut se retrouver dans une affaire où on dit que, parce qu'il faut dire qu'on fait partie de 9 ans, et après on remplace la fenêtre par la porte, comme nous avons l'habitude de dire chez nous ici, là. Et là, ça me poserait problème. Je ne le connais pas, il y a un côté. Il y a par exemple aujourd'hui, je vois par exemple qu'au Cameroun, au niveau de la BEAC, l'entreprise qui est la plus cotée sur le plan bancaire au Cameroun, aujourd'hui, c'est le port autonome de Douala. Sur le plan bancaire. Je ne connais pas le directeur général du port. S'il reste l'équilibre rentable, moi, ça me pose pas de problème. Même si fondamentalement, il faut respecter la loi. Mais on peut modifier la loi en disant que tant que vous faites les bénéfices, on peut déroger au délai de 9 ans qui vous est accordé pour la gouvernance. Là, ça fait sens. Mais vous pouvez avoir des directeurs généraux qui, au fil des années, on vous promet une société de téléphonie où ça dit qu'on est censé produire de l'argent, mais on vous dit qu'on fait on tourne à perte, on s'arrache les cheveux, qu'on n'a même pas d'ailleurs sur la tête, mais on se pose... Dans les études qu'elle a indiquées, elle soutient qu'il y a 4 entreprises publiques aujourd'hui qui sont pratiquement, je veux dire, qui vont fermer boutique. Bien sûr. Donc vous comprenez. Alors, c'est quoi donc?
c'est la prime à l'incompétence, la prime à l'inaptitude, c'est l'ineptocratie qu'on est en train d'institutionnaliser. C'est incompréhensible. Si vous êtes rentable, peut-être il faut que je le dise encore une nouvelle fois, si vous êtes rentable, je suis pour que vous restiez là même si vous avez 40 ans. Parce qu'il y a des secteurs, par exemple, qui sont des secteurs stratégiques dans certains États, pour lesquels on a besoin de personnes qui ont un savoir pointu, qui ont une expérience qu'on peut accumuler. Regardez par exemple ce qui est arrivé dans l'entreprise pour le chantier naval. Monsieur Fongindam avait les aptitudes pour gérer le chantier naval, qui était autrefois la direction technique du port de Douala. On a détaché, le gars allait faire il allait développer cette entreprise-là. C'est parce qu'il avait l'expertise dans ce domaine-là. S'il était resté, je suis sûr que le chantier naval, toute la sous-région se donnait rendez-vous des hommes au Cameroun, parce qu'il était là. C'était un domaine qui était particulièrement technique. Jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'entreprise aujourd'hui, on est en train de vendre la ferraille. Je vous dis qu'ils se retrouvent en train de vendre de la ferraille. C'est quand même inacceptable. Donc vous comprenez que le problème, c'est que le système semble punir ceux qui veulent travailler. Un autre exemple. On a fait un jour un réaménagement dans ce pays où on a fait partie un seul ministre. Oumar Sanda, il était mis de poste. C'est lui qui est venu, c'est lui qui avait permis à ce ministère-là de travailler. Il a fait venir les investisseurs au Cameroun. Mais il a commis l'imprudence d'aller déranger le prince dans son sommeil. Mais pendant qu'il est entré chez lui, on a fait un réaménagement et on l'a fait sauter. Donc on finit par croire que dans notre pays, pour être primé, il faut mal travailler. Parce qu'il y en a qui sont là, ministres depuis 30 ans, on ne leur reconnaît aucune réforme. Je dis parce que les ministres sont les réformes. Qu'est-ce que ce ministre a apporté pour que le Cameroun puisse améliorer sa gouvernance? Pour que ce directeur général a apporté pour que la gouvernance du Cameroun soit améliorée, pour que la vie des citoyens camerounais soit améliorée? Vous ne voyez pas. Je peux dire que vous allez au port aujourd'hui, on peut circuler. C'est pavé. Le point rentable. On a beau de l'opposition, mais on a envie de lui tirer un coup de chapeau. On a envie de tirer un coup de chapeau. Donc, on ne pense pas que c'est la critique pour la critique. Donc il faut que les gens se le disent. Malheureusement, c'est systémique. Et il faut que les gens le sachent. Tant que le président Paul Biya sera là, je ne pense pas que nous puissions avoir un pays sur les rails. C'est lui. Corneille disait dans le site, quand la main faillit, on punit la tête. Je me retire. Edmond Kamgia, est-ce que, à Itoudi, on a peur de remplacer les 179 ils sont combien? 102 directeurs généraux et adjoints et les 77 PCA. Ça fait quand même, je crois que ça doit faire 179. C'est ce côté réaliste que je disais. Est-ce qu'à Itoudi, on craint, est-ce qu'on craint qu'un vaste, on va dire ça comment, un vaste jeu de chaises musicales dans les entreprises publiques brise ou fragilise les équilibres géopolitiques ou tribaux qui maintiennent la stabilité du système actuel? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Et j'ai du mal à croire que ce soit cela. Parce que des compétences, il en existe au Cameroun et même dans la diaspora, qui parlent au nom du Cameroun, qui peuvent être désignés à des fonctions techniques où ils sont compétents et faire le travail qu'on leur demande. Dans toutes ces entreprises d'État, dans toutes ces entreprises publiques, je dis qu'il y a des compétences sur place. Certains sont du parti au pouvoir, d'autres sont dans l'opposition, d'autres encore sont dans la société civile. Et ce sont des Camerounais. Il faut nommer les meilleurs, il en existe. Je dis, et dans la diaspora surtout, ils sont très nombreux dans tous les domaines. Mais ils ne demandent que cela. Mais c'est le système en place qui fait en sorte qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'abandonner ce qu'ils font à l'étranger pour venir au Cameroun. Ils ne sont pas rassurés du tout. Ils ne sont pas rassurés par le système. Il y a trop de blocages sur le plan juridique. Il y a trop de blocages au niveau, j'allais dire, même de l'implémentation, même de la démocratie que Paul Biya avait annoncé et dont il souhaitait qu'on retienne de lui, qu'il est celui qui va la porter et qu'on va retenir de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Mais actuellement, il n'y a ni démocratie, ni prospérité. Avant, quand il arrive au pouvoir en 82, il y avait la prospérité. Lui-même l'a reconnu dans son discours. Lorsqu'il accède à la magistrature suprême le samedi 6 novembre 1982 à 10h, il rappelle que son illustre prédécesseur lui a laissé un pays riche et prospère. Mais
Au Cameroun aujourd'hui, nous sommes un pays pauvre, très endetté. On pourrait en ajouter mendiant. Pas seulement de la paix, mendiant tout court. Mendiant tout court. Vous voyez, l'indice de développement humain n'a cessé de baisser. Les Camerounais sont de plus en plus pauvres. C'est à peine. C'est-à-dire qu'il y a 3 Camerounais sur 10 qui ne mangent pas. Lorsqu'on vous donne les chiffres de l'insécurité alimentaire au Cameroun, on atteint le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire que ceux qui parviennent à manger, c'est moins... C'est-à-dire c'est à peine. C'est-à-dire c'est à peine le dollar. Au moins de 1000 francs. C'est à peine le dollar. Pour entrer dans la question que vous avez posée, je voudrais dire que je parle toujours de la Constitution, parce que c'est la loi fondamentale. Le président de la République, article 5, veille au respect de la Constitution. Il se porte garant de la justice dans ce pays. C'est-à-dire que c'est lui qui doit veiller à ce que les lois soient respectées, soient appliquées. Et l'article 8 dispose qu'il nomme aux emplois civils et militaires. S'il n'y a pas de nouveau DG, il n'y a pas de nouveau PCA, c'est lui d'abord. La responsabilité, c'est le président de la République, c'est lui qui les nomme par décret. C'est lui qui les a nommés, c'est lui qui doit les enlever au terme des mandats que chacun d'eux aura fait dans ces structures. Lorsqu'il ne les nomme pas, vous voyez les conséquences que cela crée. Des problèmes globalement de gouvernance. C'est-à-dire, beaucoup restent dans ces sociétés pendant 30, 40 ans et estiment à un moment donné que leurs épouses peuvent travailler à leur place dans leur direction générale, à leur place, peuvent même présider des conseils d'administration à leur place. C'est inadmissible. Et c'est incroyable. Pendant qu'on nous attend à Bakassi, ils sont à Dubaï. Voyez-vous. Et tu as oublié signer. Et même signer des documents à leur place, leurs épouses. Mais on est dans quel pays là? Sommes-nous encore un état de droit? C'est-à-dire un état où on respecte la règle de droit, où on respecte la loi tout court. Non, cela pose un gros problème. Il faut que cela cesse. Faisons en sorte que les pays amis, et surtout les investisseurs étrangers, soient rassurés lorsqu'ils viennent faire des affaires au Cameroun. Avec cette façon de fonctionner, aucun investisseur ne peut venir au Cameroun. Tel que ça fonctionne, là où on ne respecte pas la règle de droit, où le système, l'environnement juridique et judiciaire ne favorise pas l'investissement. Et voyez-vous, on a évoqué beaucoup de cas tout à l'heure, et je partage entièrement ce qui a été dit par les copanélistes, surtout le cas de M. Fondindam. Tout le monde sait à quoi ressemblait le chantier naval quand il était aux affaires. Comment c'était, j'allais dire, une entreprise qui était le fleuron de l'économie nationale, reconnue en Afrique et dans le monde entier. Beaucoup de bateaux passaient par là. Mais depuis ce jour, le chantier naval ne ressemble plus à rien. C'est pratiquement en faillite. Tous les jours, on voit la grève des personnels du chantier naval. On rencontre tous les jours. Il nous a construit une barge. Oui. Quand le pont est tombé, Sur le Mongo. est tombé. Oui. C'est lui qui nous a fait la barge. Tout à fait, on a eu une barge. Et ça passait. Et ça passait. Ça passait. Voyez-vous, il faudrait effectivement, sur la base des études qui ont été faites par le professeur Vivian Biwole, vraiment il faudrait que l'État regarde ça de près, le chef de l'État en particulier, et veille à désigner de nouveaux DG, de nouveaux PCA, parce que plus ceux qui sont en fonction depuis 40 ans, 30 ans, une vingtaine d'années seront là, et on voit à quoi ça ressemble en termes de bilan. Lorsqu'il faut faire le bilan de ces entreprises et sociétés d'État, ce n'est pas du tout rentable. La sclérose. C'est la sclérose. Tout est paralysé. Ces entreprises qui auraient pu être des moteurs de développement, on en a connu dans le passé, avant que le président Paul Biya n'accède au pouvoir. On avait plusieurs dizaines de sociétés d'État et d'entreprises. Et donc, celles qui ont permis aux paysans d'être un moteur de l'agriculture au Cameroun. Il y avait l'ONVR, l'ONCPB n'existe plus, en faillite. Et ce n'est pas du fait. Ce n'est pas du fait des paysans. C'est du fait des gens qu'on a désignés là-bas et qui ont confondu leurs poches avec les caisses. Et ils ont été promus. Ils ont été promus, hein. Ils ont été ministres, ils ont eu beaucoup de fonctions. Ils ont été promus. C'est-à-dire que plus vous êtes médiocre, plus vous travaillez mal, plus vous êtes incompétent, vous êtes nommé. Et ça, c'est incroyable. Bon, alors on a trop critiqué. Maintenant, je propose qu'on cherche des solutions. Je me retourne du côté de l'opposition.
Je pose la question, Simon Cessor. OK, on a dénoncé. Oui, les conséquences sont graves. La saignée financière est importante. Il y a l'inertie, il y a le laxisme. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Si demain, par exemple, vous prenez le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces transactions financières considérées comme illégales? Est-ce que vous allez tous les annuler au risque de faire couler l'économie nationale? Vous-même, vous comprenez que ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorcières. Nous allons simplement réaménager la loi parce que d'abord, c'est une loi, vous savez, le RDPC prend souvent des lois en voulant plaire aux gens. C'est une loi qui n'avait pas sa place. Mais ce qu'on fait, même là-bas où il n'y a pas de loi, c'est qu'on sait que la longévité entraîne souvent la sclérose. Et quand les gens sont performants, on peut faire simplement une politique de chaises roulantes. Par exemple, vous avez cité le port, la CNPS. On a vu quand même des gens qui ont un certain terme managérial. Ce qu'on peut faire à un moment donné, quand 9 ans sont arrivés, on les envoie ailleurs pour qu'ils essayent. Parce qu'on est sûr, ces gens sont seulement de bons managers, qu'ils ont même déjà préparé des successeurs. Donc on les laisse, on leur demande de proposer des gens. Et vous allez voir que ça va marcher. C'est comme ça qu'on fait partout ailleurs. Un véritable manager n'a pas besoin de faire 9 ans quelque part. Si vous leur demandez, même vont vous dire ça. C'est des gens à l'international, ils aiment se déplacer. Ils viennent, ils redressent une entreprise, ils marchent, ils préparent quelqu'un, ils mettent des mécanismes et ils s'en vont faire ailleurs. Donc voilà ce que nous pouvons faire. La deuxième chose quand même, je voudrais revenir là-dessus, il faut qu'on arrête de tirer sur ces gens. Quand on vous a nommé, c'est celui qui vous a nommé qui vous enlève. Si vous prenez un chauffeur et qui garde la voiture, mais vous lui dites que son travail finit à 18h. Si vous n'avez pas pris un autre chauffeur qui vient à 18h, il fait comment avec la voiture? Il la laisse en route? C'est pas possible. Donc le seul responsable dans cette affaire, c'est le président de la République. Maintenant, si au RDPC, on n'a pas de quoi lui expliquer, lui faire souvent, bref, qu'on dise aux autres de venir les aider. Voilà une deuxième solution. Il faut qu'on arrête de penser, parce que ça aussi c'est un discours. On pense que quand vous critiquez le RDPC, ça veut dire que vous n'avez rien à leur proposer. Non. Il faut simplement qu'ils avancent véritablement vers la démocratie, parce qu'ils ne respectent la loi nulle part. Même au niveau des élections. Ils ont une loi qui dit que le résultat est connu le jour dit. On commence à vous faire des contorsions de français. On vous dit entre le résultat proclamé et le résultat officiel. Mais c'est quelle bêtise ça? Le résultat, c'est le résultat. C'est-à-dire un média comme Equinox aurait pu annoncer tous les résultats. Mais après, partout dans le monde, on sait que les résultats officiels peuvent intervenir même un mois après. Mais on a les résultats sortis des urnes, qui sont publics. Vous avez tout un ministre qui vient enseigner aux gens ce que c'est qu'un résultat public. C'est que les gens sont de mauvaise foi. Et je leur redis, les Camerounais en ont marre. Ce qui risque de se passer est grave. Et ces gens, je dis au peuple camerounais qui se prépare à ça, c'est pour ça qu'ils emmagasinent de l'argent. Ils font recruter les gens dans l'armée parce qu'ils pensent qu'il faut une insurrection pour qu'ils restent au pouvoir. Nous n'allons pas céder à ça, mais nous n'allons pas les lâcher. Alors, si les textes ou les lois de la République sont bafoués ou piétinés, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part la responsabilité des intellectuels, des universitaires, qui, en temps normal, doivent alerter, attirer l'attention de l'opinion, mais qui aujourd'hui, visiblement, ont été émasculés par le pouvoir en place? Les cerveaux de la République ont-ils troqué leur liberté de penser les cerveaux fabriqués ou bien les cerveaux? Parce que vous savez, le système colonial a réussi une chose terrible au Cameroun, la diplomite. Dès qu'on donne des diplômes à des gens qui sont un peu intelligents, ils pensent qu'ils sont intellectuels. Un homme qui est diplômé n'est pas nécessairement un intellectuel, je suis désolé. Le Cameroun est plein d'usurpateurs depuis son université. Je sais de quoi je parle. Beaucoup vont vous dire que oh, ça, on n'a pas... J'ai pas voulu, j'ai arrêté moi-même. Ceux qui me connaissent mon niveau. Je dis, nous sommes pleins de faux diplômés qui viennent remplir les analyses de téléphone. En fait, ce qu'ils font en réalité, ce sont des singes perroquets. Ils vous citent Kant, Descartes, mais ils n'arrivent même pas à appliquer la théorie de Descartes même. Qu'ils disent qu'il faut critiquer, y compris ce qu'on vous a enseigné. Donc le problème du Cameroun, c'est pas cette intelligentsia-là. En fait, c'est une intelligentsia de pacotille. Sauf que, faute de mieux, on les met au devant de la scène. Vous savez, le Cameroun, dans les années 87, on avait posé la question à un grand frère qui a combien d'intellectuels au Cameroun. Il est mort, c'est dernier, il à son âme, Bassir Bakobio. Il a dit qu'il y a 3,5. Il y a lui-même Bassir Bakobio. Il y a Mongo Betty. Il y a à l'époque Martien Toa. Et il disait que Achille Mbembe, c'est le demi là. Vous voyez? Vous voyez? Et si vous regardez bien en dehors de ces trois-là, il n'y a personne d'autre. Les bourses sont venus après et tout et tout. Les autres, c'est des diplômés, certains très brillants même à l'école. Mais pourtant, dans l'espace public,
Dans l'espace public, il y a des seigneurs. Non, ce n'est pas l'espace public qui te fait intelligent. L'intellectuel est bien défini par les Sartres et autres. C'est-à-dire qu'il faut défendre la vérité. Défendre La société. la vérité d'abord. La société peut être une société de faussaires. Comme beaucoup défendent une société de faussaires là. Les gens qui vous expliquent que Boyabia, c'est son entourage. Toi, tu nommes un entourage qui est faux et tu restes avec lui. Donc, l'intellectuel, en fait, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui a réussi à conquérir le savoir et l'a mis au service de la dignité et de la vérité. Et il mène ce combat jusqu'à ce que une vérité essentielle, pas une vérité logique. Vous savez ce que c'est qu'une vérité essentielle? C'est-à-dire quelque chose qui, devenu quintuplable, continue à faire prospérer la dignité humaine et la vie. C'est ça qui a constitué les Foucault. C'est ça l'intellectuel. Le reste, c'est des diplômés, des gens intelligents qui débattent et qui sont libres pour moi de choisir leur camp. Moi, ce débat-là, je ne prête pas attention à ça parce qu'ils sont libres d'être pour ou contre quelqu'un. Surtout qu'au Cameroun, on a ces deux défauts. La diplômite a fait que dès que quelqu'un est docteur ou médecin, tout le monde croit qu'il est grand. Et aussi, dès que vous avez plus de l'argent, on a eu ce phénomène ici. Les gens sont des bandits internationalement connus. Ils viennent ici, les ministres les reçoivent. Et on dit qu'ils sont l'élite. On a ce défaut-là. Donc, il faut qu'on fasse attention. Notre vrai problème, en réalité, il est simple. C'est que nous refusons de faire des débats objectifs, comme j'ai dit en politique là. Mon frère Fauchivé est là. Il sait que lui et moi, on peut se disputer ici sur l'organisation de la société, mais on se respecte. Et on essaie ensemble de construire quelque chose qui est positif. Le malheur maintenant, c'est que le système français qui a été mis en place, qui a fabriqué une fausse école, une fausse université au Cameroun, voulait simplement créer des gens qui vont perpétuer l'exploitation servile du Cameroun. Et c'est à ça qu'on a droit aujourd'hui. On n'a pas droit aux gens qui veulent construire. C'est pour ça que l'université camerounaise a dégringolé. L'école, laissons même l'université, l'école primaire. Vous savez qu'au Cameroun, dans les années 70-80, aller à l'école publique et au lycée, c'était ça le modèle. Aujourd'hui, on a abandonné l'école publique et le lycée. Et on a créé des écoles qui n'enseignent rien, qui donnent les diplômes au salaire. Vous savez qu'on compose pour les classes ici au CEPE. C'est-à-dire qu'on donne les épreuves aux enfants à l'école. Après, vous entendez 100%. À l'époque, nous, on fréquentait l'école, était interdit de publicité. Il n'y avait pas de plaque publicitaire pour les écoles. Maintenant, les écoles sont devenues des centres commerciaux. Et puis, tu mets ton enfant là-bas et tu payes. À la CIL, on te demande le répétiteur. Au collège, c'est pareil. On te fabrique un prépa. Après, on dit qu'il doit aller. Pire, l'une des institutions coloniales, je suis chrétien catholique. L'Église catholique est venue jouer à ce jeu en créant une institution supérieure qui a pris le nom de l'université. Au Cameroun, lycée et université sont des titres qui étaient réservés aux institutions d'État. Donc il faut qu'on arrête cette mascarade parce qu'elle va nous conduire à la dérive. Très bien. Alors, Édouard Fauchivé, il y a un politologue français qui a développé une théorie, un concept qu'il a appelé l'intellectuel du ventre. Les intellectuels du ventre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au Cameroun, les intellectuels sont des intellectuels de la pensée ou les intellectuels de la pense avec PA? Non, je crois qu'il faut commencer déjà par apporter ma contribution dans le cadre des solutions par rapport aux directeurs généraux. Au-delà de ce que a dit mon frère Serrault, je crois que le test doit être revu. Je partage l'avis de Maître Ngwana. Il faut encourager les managers positifs. Même s'ils ne rotent pas, il faut que le test leur donne l'obligation de continuer. Parce que c'est une loi. Et Maître comprend le principe de la loi. Une loi est faite, elle est fermée. Cette loi est fermée. Ça veut dire que tous ceux qui ont 10 ans, n'est-ce pas, de management sont complètement out. Donc, pour permettre, comme on a cité, les deux meilleurs aujourd'hui, c'est le port et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Même si on ne les rôde pas, on les laisse encore dans leur truc d'entreprise, il faut que la loi leur donne cette possibilité. Qu'on modifie la loi. Qu'on modifie la loi et on ajoute la virgule de ce que Maître a dit pour leur permettre de continuer. Maintenant, si l'État veut, l'État peut leur permettre de roter et d'aller redresser ailleurs. Maintenant, pour revenir sur ta philosophie de pensée, c'est ça, non? De la pensée. De la pensée. Non, je crois qu'il faut respecter les intellectuels camerounais. Donc, Soa a parlé de la diplomate et La diplomite. et de l'intelligentsia.
Non, je crois que le Cameroun a des intellectuels. Il y en a. Il faut dire la vérité. Mais il faut éviter... On est passé de 3,5 à combien à peu près? On est peut-être à une cinquantaine. À 12. Il faut éviter que l'intellectuel aujourd'hui se pavane dans les rues et dans le monde politique. S'il est dans le monde politique, il faut qu'il y ait un engagement vrai. Et il a parlé de la vérité, j'ai parlé de la société. La vérité ne peut s'implanter que dans une société et elle est visible. Mais si vous faites votre vérité entre vous et que le peuple, la société ne profite pas de ce que vous êtes en train de faire, l'intellectuel aujourd'hui, c'est celui qui... Je disais à un ami l'autre jour que face à un problème, comme nous avons vu dans le port la bataille entre deux sociétés pour la problématique du truc de... Gestion du port. Le scanning. Le scanning. Mais j'attendais par exemple voir... Les juristes nous proposent. Même pas les juristes, j'attendais voir par exemple le Conseil économique et social engager quelque chose pour montrer... Donc pour dire que il y a aujourd'hui des institutions dont nous voulons voir leur contribution dans la politique. Qui dirige le Conseil économique et social? Donc, alors, je dis donc que On a 4 ministres. quand on est face, quand on voit comment la société aujourd'hui est en dérive et qu'on voit des gens qui travaillent pour cette société et n'apportent pas quelque chose, on se pose. L'interrogation est là. Les intellectuels, c'est quoi? L'intellectuel doit sortir du bloc universitaire pour attraper la société et corriger les dysfonctionnements de la société. Voilà là où on attend l'intellectuel. On n'attend pas l'intellectuel. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui se passe dans notre... Ça doit être ça. Si on a les intellectuels camerounais, nous sommes face à une dégradation de la société. Prenons le viol. Montrez-moi un intellectuel qui est sorti pour apporter une contribution dans cette histoire de viol. Vous voyez? Moi, nous faisons le débat pour dire, pour nous, il faut castrer, par exemple, tous ceux qui font ce genre de trucs. C'est une solution brute. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a ceux qui sont dans le droit, qui peuvent trouver quelque chose de réel pour proposer au gouvernement. Quand la société est en décadence, l'intellectuel sort pour corriger les dérives. Le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a comme une sorte de mutisme des universitaires camerounais sur des questions d'intérêt national. Lorsqu'on regarde leur prise de position sur ces sujets-là, et en faisant le lien avec la science qu'ils professent dans les amphis, on a le sentiment qu'au finish, leurs diplômes ne sont plus un outil de réflexion, mais plutôt un ticket de loterie pour un décret présidentiel. Ça devait être une relation positive. La science est formelle. 1 + 1 = 2. Vous appliquez ça à l'extérieur, sauf si vous changez de base. Maintenant, si l'intellectuel va au-delà de ce que la science a dit pour inventer quelque chose, pour plaire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Simon Serre-Sort a évoqué un truc. Je veux peut-être qu'on reste sur cet exemple-là. Il a évoqué au moins 2 cas. Il a parlé de la question de la non-rétroactivité de la loi. On a eu l'impression que les sons sont divergents là-dessus, alors que ce sont des questions, je pense, de science sur lesquelles tout le monde devait être d'accord. Question élémentaire. Et rédiger un document. Je ne veux pas revenir sur le débat concernant le mandat impératif. Voilà, c'est interdit même dans les universités. Moi, je me souviens, et je regrette toujours, nous avions un enseignant qui n'était pas dans les plateaux, le feu professeur Wangsone, qui amenait toutes les presses tous les vendredis. Il regardait les questions qui sont dans la presse et il nous demandait en TD d'essayer de solutionner une solution. Et on écrivait. C'est grâce à lui, quand vous voyez les commémorations qui sont actuellement là autour de tous les martyrs, c'est grâce au professeur Wangsone. Ok. Donc, sur cette question-là, en tout cas, vous avez de votre avis là-dessus. Peut-être avant d'arriver à Metungwana, sur cette question, Edmond Kamgia, est-ce que les cerveaux de la République ont définitivement troqué leur liberté de penser contre des strapontins politiques? Malheureusement, c'est ce que l'on peut constater quand on observe le champ politique et la gouvernance du Cameroun par les intellectuels, par les professeurs agrégés notamment. Parce que depuis que le président Paul Biya a accédé au pouvoir, il a fait beaucoup confiance aux universitaires. Je fais dire universitaires. Aux diplômés de l'enseignement supérieur, aux universitaires. Parmi eux, il y a des intellectuels, mais il y a très peu d'intellectuels.
On a plus de diplômés que d'intellectuels. Des diplômés parce que vous avez le doctorat, vous êtes professeur, vous êtes diplômé. Mais quand vous faites un pas de plus, c'est-à-dire qu'il faut que votre engagement, vos œuvres, aient un impact dans la vie sociale, aient un impact dans la vie nationale pour être qualifié d'intellectuel. Et ce ne sont pas tous les diplômés qui sont intellectuels. Je peux vous le dire. Il y a des gens qui ne sont pas diplômés, qui ont été des self-made men, mais je peux les qualifier d'intellectuels. Ils ont une approche. Ils ont une approche qui impacte la société. Tout à fait. Je prendrai un exemple. Bolotine, c'est un intellectuel. Il était intellectuel. Dans la culture, dans ses œuvres, pluriel, un artiste pluriel, total. Un artiste pluriel et total. Il était musicien et ses chansons jusqu'à aujourd'hui. Moi, il m'a accordé beaucoup d'interviews et régulièrement, lorsque je pense, pour commémorer un peu, n'est-ce pas, sa disparition, je sors les interviews que Boilotti avait publiées, qui sont toujours d'actualité, qui impactent la société. Sa vision de la société est toujours d'actualité, Boilotti. C'est un intellectuel. Il y a des intellectuels qui sont dans le monde des artistes. Manu Dibango, c'est un intellectuel. Son œuvre a fait le tour du monde. On parlera toujours de Manu Dibango. Je rappelle, il a eu son baccalauréat. Avant l'indépendance, il allait en Europe. Il n'a pas poursuivi les études universitaires, mais le mouvement musical dans lequel il a été imprégné, en Afrique, aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde, font de lui un grand intellectuel. Il a impacté le monde entier. Et ça a créé le réveil africain. Le réveil africain. C'est pour vous dire, là je parle des artistes, des intellectuels, artistes dans leur domaine d'expertise, dans leur spécialité. Maintenant, moi, mes modèles. Mais maintenant, dans l'environnement politique. Aujourd'hui, la pensée a pris le dessus sur la pensée, notamment parmi les universitaires qui sont dans le gouvernement ou qui sont encore à l'université et qui pensent qu'ils ont besoin d'être ministres, d'être nommés ministres, directeurs généraux, membres du Conseil constitutionnel et ne pas dire le droit. Je rappelle, dans le gouvernement et même dans la plupart des institutions que nous connaissons, y compris le Conseil constitutionnel, on a des universitaires qui ont beaucoup publié. Mais leurs agissements ne vont pas dans le sens de défendre la vérité. Parce qu'il y a des valeurs que l'intellectuel doit défendre. La vérité, la liberté, la justice et la dignité humaine. Lorsque quelqu'un, un citoyen, ne défend pas ces valeurs, moi je ne le considère pas comme un intellectuel. Parmi mes modèles, je préfère citer mes modèles qui sont déjà décédés. Mongo Betty, il était constant jusqu'à la mort. C'est-à-dire constant dans ses prises de position, dans la défense de la vérité. Il n'a pas seulement écrit, il a même été acteur de la société civile pour défendre les populations dans les causes justes. Mongo Betty. Je vais citer d'autres noms que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, mais beaucoup ont été des jésuites. Je pense à Angèle Benveu. Je pense à Jean-Marc Hila. Je pense à Fabien Boussi-Boulaga. Ils sont nombreux comme ça. Qu'on peut citer. Je pense aussi à Abel Eyinga. C'était un intellectuel qui est entré en politique et qui était nationaliste comme ceux de l'UPC. Même le parti politique qu'il a créé, en réalité, c'était une tendance de l'UPC. Abel Eyinga. Ils sont nombreux comme ça. Moi, je citerai ceux qui sont partis. Parce qu'effectivement, il y a urgence de la pensée. Ça me fait penser à l'ouvrage de Maurice Kamto, publié en 1993. Il y a urgence de la pensée et non pas urgence de la pense. Malheureusement, au sein du RDPC, beaucoup pensent que c'est l'urgence de la pense. Conséquence, on a par exemple des alliés du RDPC, dont un ministre qui a été nommé après l'élection présidentielle 2018, qui a été interviewé dans un média confrère que je ne vais pas citer, lorsqu'il était dans une émission de grande écoute. On lui a demandé s'il peut démissionner. Il a dit, moi, démissionner, jamais. Je ne le cite pas. Je suis fou. Il a dit, laissez-moi faire 7 ans, comme mes 2 prédécesseurs. Après, on verra. Et après, on verra. Et voyez-vous, il a fait 7 ans. Il est sur le point de continuer. Tant qu'on ne nomme pas un nouveau gouvernement, tant qu'on ne le remplace pas, il va continuer. Il y a mieux. C'est pour vous dire qu'en réalité, le concept d'intellectuel, il ne faut pas le dévoyer. Tous les diplômés ne sont pas des intellectuels. Si tu es diplômé, mais tu poses des actions qui vont dans la défense d'une cause juste, digne, vraie, qui libère.
qui fait avancer la société, alors là, tu es un intellectuel. Tu n'es pas un intellectuel quand tu retournes ta veste. Tu dis une chose hier, demain tu retournes la veste pour dire autre chose. Je ne te considère pas comme un intellectuel. Tu es un vendeur d'illusions. Alors, Maître Moustapha Ngouana, en troquant la rigueur scientifique contre des strapontins politiques, est-ce que les intellectuels ne sont pas devenus les principaux architectes du statu quo? Nos universités, nos grands diplômés, parce que je me garde de les appeler intellectuels, parce que depuis que vous utilisez le terme intellectuel, ça me donne des frissons à chaque fois que vous prononcez le terme intellectuel pour qualifier des personnes qui sont en réalité des personnes qui sont des fossoyeuses de la République, parce qu'en réalité, ils sont nombreux à être des fossoyeurs de la République. Parce que l'intellectuel, c'est une personne qui est engagée à la défense d'une cause juste qui fait avancer la société. Oui. Un intellectuel, c'est un phare. Un intellectuel, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui nous montre une ligne directrice que nous devons pouvoir suivre pour que notre société puisse avancer dans un domaine en particulier ou bien dans la société de manière globale. Et malheureusement, j'ai le sentiment que nos universités ne produisent pas beaucoup d'intellectuels et que même ceux qui s'y trouvent, même en étant des grands diplômés, ont ramené notre université plus bas que terre. Tout à l'heure, je le disais, nous ne sommes pas comptés parmi les 3000 premières universités au monde. Nos universités ne produisent pas. Nos universités ne contribuent pas à l'évolution de la science. Ils ne produisent rien qui puisse permettre à notre société de pouvoir avancer. Alfred Kenom disait que l'intelligence africaine doit cesser d'être idolâtrée du savoir, en quête de pouvoir et d'avoir pour être le catalyseur des aspirations du peuple. Quand vous êtes le catalyseur des aspirations du peuple, quand vous n'êtes pas en quête de pouvoir et d'avoir, parce qu'en réalité, c'est ça quand on dit la pense, qu'en fait, les gens, on a l'impression que tous nos intellectuels sont assommés par le bourdonnement de la faim. Ils ont une soif inextinguible. On ne comprend pas comment est-ce que des personnes qui se sont élevées intellectuellement, avec nos grands diplômés élevés intellectuellement, mais ils peinent à pouvoir résister face aux petites choses de la société. Ils n'arrivent pas à tenir les petits besoins. Je peux dire que, sans vouloir justifier ou légitimer quoi que ce soit, je pense que le système s'est organisé pour considérablement paupériser l'université. Parce que c'est ça, c'est un des problèmes que nous avons, c'est que l'une des voies royales pour être démuni, c'est de choisir la voie de l'enseignant, la carrière d'enseignant. Donc il y a un déclassement social. Lorsque vous êtes enseignant, ça dit que oui, on va vous respecter pour vos diplômes et autres, mais sur le plan social, vous êtes déclassé, vous avez la peine à pouvoir construire une maison, vous avez la peine à pouvoir un jour avoir une voiture. Moi, je me rappelle quand nous étions au secondaire, quand on entrait au secondaire, nos enseignants garaient les voitures. Aujourd'hui, c'est un événement d'arriver dans un établissement de voir deux enseignants avec une voiture. Si vous avez un enseignant, c'est qu'il est certainement homme d'affaires, il fait autre chose. Les gens qui étaient enseignants à plein temps, ils avaient une vie. Pour pouvoir être, il y a des pays comme la Corée. Les enseignants comptent parmi les élites de la société. Ce n'est pas le premier venu qui devient enseignant. Ce qui fait que les gens ont la liberté de pouvoir penser, la liberté de pouvoir réfléchir au sort de la société qui est la leur. Même les nôtres qui vont au Canada, aujourd'hui, la population camerounaise la plus importante à se rendre au Canada, si ce ne sont pas les enseignants, sont les médecins, en fait, les gens du corps médical. Ouais. Et les enseignants vont là-bas, ils sont mieux traités parce qu'au Canada, l'enseignant est au cœur du dispositif social, au cœur du dispositif de développement, parce que tout commence par l'école. Parce qu'en réalité, si nos universités faisaient le travail qui est le leur, notre société aurait des solutions. Je prends par exemple le cas, aujourd'hui on vante la Chine. La Chine est le premier pays déposant de brevets au monde. Donc ça veut dire aujourd'hui la Chine dépense, en 2024, elle a déposé presque 3 fois plus de brevets que les États-Unis. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui ces pays sont de grands pays. Et les brevets sont déposés beaucoup par les universités. C'est-à-dire les universités déposent des brevets parce que les gens sont lancés dans la recherche. Ils trouvent des solutions pour pouvoir améliorer la situation de la Chine. Moi, je me rappelle, quand on grandissait, il y avait un terme, bon, on utilisait les chinoiseries, on disait chinoiseries, mais aujourd'hui, vous n'avez plus le courage de le dire. Non. Vous n'avez plus le courage de le dire. La Chine a pris le dessus
dans presque tous les domaines. Et sans tirer le moindre... L'intelligence artificielle. Sans tirer le moindre coup de feu, la Chine a pris le dessus sur presque tout le monde. Et quand on dit que chez nous... Tout à l'heure, vous disiez dans l'un de vos jets que lorsqu'on fait le classement des universités, des premières universités au monde, en Afrique même, le Cameroun n'apparaît pas. Est-ce que vous êtes en train de conclure que l'université camerounaise est devenue un incubateur, on va dire ça comment, de courtisans politiques plutôt qu'un laboratoire d'idées? Mais ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. Quand vous voyez, il y a des universitaires ici là, qui à un moment donné même écumaient les plateaux de télévision, parlaient comme des livres. Du jour au lendemain, ils disent exactement le contraire de ce qu'ils font. De ce qu'ils disaient, autrefois. Et aujourd'hui, ils prétendent qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et il faut dire que c'est une situation générale dans notre pays, parce que même le lendemain politique nous offre quand même des spectacles inacceptables. Ce n'est pas parce que nous avons soutenu, par exemple, un candidat en 2018, mais vous vous rappelez de ce qu'il dit en 2025, vous vous rappelez ce qu'il disait autrefois. Les retournements à chaque fois, vous voyez, il y a un ministre de la République. On est dans les éternels retournements, et malheureusement, c'est les universitaires qui sont les maîtres. Et vous savez, les attentes à leur égard sont tellement élevées que lorsqu'ils posent les actes, ça a un impact tellement négatif sur la société que ça fait croire aux uns aux autres qu'il faut se mettre en politique pour pouvoir avoir sa part. Parce que moi, je me rappelle, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui sont de ma famille ou bien des amis qui me disent que non, on te connaît suffisamment, il faut aller prendre notre part pour que nous venions, pour que nous partager. Les gens, ça dit que les gens me tiennent des discours de ce type-là de manière habituelle, qu'on ne vit pas seulement de beaux discours, qu'il faut penser à soi et tout. Donc, les gens vous tiennent des propos comme ça, ça dit que c'est ancré, malheureusement, de manière consubstantielle dans la société. Et j'aimerais que les gens sachent que vous pouvez être un intellectuel sans être un très grand diplômé. Vous pouvez servir votre société. J'ai un exemple que j'aime souvent prendre. L'un des plus grands champions, le plus grand champion du monde de l'histoire de la boxe de poids lourd en termes de durée, personne ne le connaît. Joe Louis. Il s'appelle Joe Louis. Oui. Il s'appelle Joe Louis. Il était champion du monde pendant peut-être 11 ans et... 9 ans et 9 mois. Et 9 mois, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Toutes catégories confondues. Oui, toutes catégories confondues. Mais quand on parle de Mohamed Ali, quand on dit Mohamed Ali, tout le monde, quand vous le demandez, vous avez dit que c'est Mohamed Ali. Pourquoi? Parce qu'il a porté une cause. Oui. Il était dans la Black Muslim. Oui. Avec Elijah Mohamed. Il a porté, et il s'est battu pour le mouvement de droits civiques. Il a refusé le mouvement de droits civiques. Il a refusé la guerre du Vietnam. Il a pu aller en prison. Il a perdu ses titres. Ses trophées. Ses titres. Il a dû recommencer en allant se battre au Congo, comme vous connaissez le fameux à Kinshasa en 1974. Donc pour dire quoi, vous voyez qu'il y a des gens, il est au péril de sa vie, au péril de ses intérêts. Il a accepté de tout perdre pour défendre une vision qui était sienne. Et il porte la société. Il porte la société. Et les Noirs-Américains, aujourd'hui les Noirs-Américains se reconnaissent de Mohamed Ali plus que de Michael Jordan, qui sont des multimilliardaires et autres, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont porté une cause. Aujourd'hui, quand certains Africains parlent de Nelson Mandela, on ne parle pas Mandela parce que Mandela a construit des belles maisons ou même parce qu'il a des immeubles. Non, c'est pour la cause qu'il a portée. Parce que vous dites que vous êtes intellectuel, il faut qu'on puisse voir quelle est la cause que vous avez portée qui permet à la société d'avancer, de s'identifier, d'avancer, de se développer. Mais chez nous, ici, là, je dis que lorsque je regarde notre landerneau universitaire, j'ai de la peine à trouver quelqu'un dont je peux me vanter des aptitudes. Il y a des gens, il y a des gens que vous allez simplifier. On va prendre Isaïe Dedé. Pour moi, Pius Ndjawe, qui n'avait pas de baccalauréat, était un intellectuel. Oui. Le baccalauréat Yondo Black, que j'ai fréquenté, était pour moi un intellectuel. Un homme qui est resté fidèle à ses convictions jusqu'au dernier jour. Un homme qui avait un cabinet d'avocat. On venait poster des policiers autour pour empêcher aux gens de venir travailler, lui donner des dossiers. Mais il n'a pas changé jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Parfois même dans le dénuement, mais il est resté digne. Voilà les gens. Mais Maître Ngouara, justement, ça c'est là. On critique, on pose des questions. Oui. Mais moi, je pose une question qui permet de chercher la solution. Oui. Et ma question est celle-ci. Comment l'intellectuel camerounais aujourd'hui peut reconquérir sa virilité critique et son indépendance face à un pouvoir économiquement asphyxiant? Je pense que
S'agissant d'abord du milieu universitaire, on doit enlever le pouvoir de nomination à tout ce qui au pouvoir exécutif. L'université doit pouvoir s'autoréguler. Voilà. Les enseignants d'université doivent pouvoir choisir parmi les plus anciens, les plus méritants d'entre eux, ceux qui doivent diriger les universités, comme ça se fait ailleurs. On commence par là. On doit pouvoir encourager la recherche utile. Parce que malheureusement, quand vous faites une thèse sur les silences du président, ou bien le temps du président, je vous dis que je ne sais pas à quoi ça sert à une société comme la nôtre. On doit donc pouvoir encourager. On doit pouvoir encourager la recherche, financer la recherche, revaloriser le traitement de ceux qui forment les autres. On doit revaloriser parce qu'il faut dire une chose. C'est Jean Racine qui disait que sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Il le disait dans un livre que j'ai le plaideur que j'ai lu, il disait sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Parce que on a beau être universitaire, mais on a besoin de pouvoir résoudre des problèmes basiques. On doit pouvoir sacraliser le savoir. On doit dépolitiser l'université. Vous devez choisir entre la politique et l'université. L'université ne doit pas être... Une fois que vous êtes engagé dans le domaine politique, il faut que vous abandonniez, que vous laissiez l'université à ceux qui peuvent enseigner avec une certaine science, avec une certaine neutralité axiologique. Donc, il faudrait également que la gouvernance générale permette à l'université d'être adaptée à l'environnement actuel. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des formations qu'on a dans nos universités sont inutiles dans le monde de demain qui se présente à nous avec l'intelligence artificielle et tout le reste. Donc on forme les gens à des choses qui ne vont servir à rien. Il faut qu'on pense notre université. Quand on dit les états généraux, parce qu'en réalité, pour pouvoir solutionner pour l'université, il faut qu'il y ait des véritables états généraux de notre enseignement supérieur. Et que ces états généraux ne soient pas confiés à des politiques. Que ce soit... parce que je peux vous garantir que si vous faites des états généraux et que c'est le ministre de Famille Ndongo, par exemple, qui est là, qui doit le diriger, en tant que militant du RDPCT qu'il est autre là, je peux vous garantir qu'on n'aboutira à rien. N'oubliez pas que le Cameroun est allé ici au concours d'agrégation avec ce ministre en fonction. Au concours de médecine, les gens qui ne remplissaient pas les qualifications, les gens qui avaient des documents qui étaient incomplets, ils sont allés se présenter. Qui a validé? C'est le système camerounais qui a validé, par exemple, cette chose-là. La ficherie. Or, il faudrait que la méritocratie reprenne droit de cité. Je vois, par exemple, qu'il y a des enfants, par exemple, qui ont été majors de la première année en 4e année. Ils veulent s'inscrire, même jusqu'en Master 2. Ils veulent s'inscrire en thèse de doctorat. On dit qu'on attend le décret du président. On dit qu'on attend le décret du président qui dit maintenant qu'il fait le doctorat, qui ne fait pas. C'est quoi ça? Est-ce qu'un pays sous-développé doit pouvoir limiter les capacités de recherche de ses citoyens? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on vous dit qu'on limite tel université doit à tel nombre de places, ainsi de suite. Vous avez vu ça dans quel pays qui veut se développer? C'est inacceptable. Il faut qu'on fasse dans les états généraux et qu'on permette aux enseignants de vivre dignement. Parce que sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie, disait Jean Racine. Donc je suis d'accord avec lui. Il faut que les enseignants puissent vivre de leur métier, qu'ils soient traités comme en Corée du Sud. Parce qu'en Corée du Sud, être un enseignant, c'est quelqu'un de digne. Ils ont un des systèmes scolaires les plus développés au monde. Et aujourd'hui, ils ont des entreprises dont les budgets de publicité les résultats sont là. Aujourd'hui, Samsung, Sanrio, tout ça, ce sont des entreprises qui pèsent plus lourd que tout le Cameroun entier. Donc voilà. Puisqu'on est dans la recherche de solutions, Simon Céressor, et lorsqu'on écoute les uns et les autres sur ce plateau, le sentiment qu'on a, c'est que le ventre a remplacé le cerveau. Comment on fait pour inverser la tendance? Moi, je suis gêné parce que vous aimez toujours trouver les solutions aux conséquences, pas aux causes fondamentales. Vous dites que les gens ont vendu leur âme au diable pour le vendre. Ils sont pas, moi, je vous dis qu'ils ne sont pas d'abord intellectuels, pour commencer. Parce qu'un intellectuel, même affamé, moi là, pour ceux qui me connaissent, ma trajectoire est telle que je ne serai pas au plateau avec vous. Le vrai problème du Cameroun, c'est que je vous dis qu'il n'y a pas 10 intellectuels au Cameroun, il n'y a pas 10. C'est-à-dire, si on prend statistique, on compte là, vous n'aurez pas 10. Si vous voulez la sortir, on va faire l'exercice. Il y a des diplômés, il y a des gens très intelligents, justement.
qui auraient pu, parce que l'intelligence, ce n'est pas avoir le diplôme, c'est avoir la capacité de trouver les solutions. C'est ce qu'on a dit. Mais je dis bien que ce n'est pas l'intellectuel, c'est l'intelligence. Ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'intelligence. Les Camerounais créent. Moi, vous me donnez 3 bons mécaniciens, 10 bons manœuvres, je vous fabrique des avions et des voitures au Cameroun. Je ne suis pas mécanicien, mais je dis on va le faire. J'ai fait cela ailleurs, les gens ont vu. Bon, ce que je vous dis, c'est qu'il y a la répression. L'une des causes pour qu'on trouve la solution, c'est arrêter la répression. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a la répression sous toutes les formes. Et elle a commencé depuis 1937 avec les Français. L'un des premiers intellectuels, un Camerounais qui avait dit qu'il trouve les solutions au problème des Camerounais, Tony King, qui avait dit que l'école des Blancs, là, c'est une école pour fabriquer des auxiliaires indigènes. Il faut fabriquer des gens qui vont donner le savoir-faire aux Camerounais. Oui, vous savez ce qu'on a fait de lui? Il avait créé une école. Quelqu'un qui n'avait pas été à l'école, hein? Il a créé une école. Il a créé son église. Il a dit qu'il faut créer des hôpitaux et qu'il va former les gens qui soignent les gens à partir de nos plantes locales. Ali Pombe Verezeka. On l'a poursuivi, on l'a traqué comme une bête sauvage. Et c'est lui qui a inspiré les gens comme Oumniobé, parce qu'à son procès, Oumniobé était interprète. C'est comme ça que la fibre naît. Et cette répression a continué. Les Oumniobé, Wandje, c'était les premiers intellectuels camerounais. Parce que comprendre la complexité juridique qu'il y avait autour du mandat et du problème camerounais avec les Allemands, pour opposer ça aux Français, mais il fallait être très engagé. Vous vous imaginez ces gens-là sous la colonisation, on ne leur proposait pas quoi? Allez regarder les notes administratives d'un gars comme Oumniobé. L'administration coloniale lui donnait jusqu'à 19. Et à la fin, on a fait une conclusion que s'il n'avait pas l'esprit rebelle, il serait certainement entré au cadre. Voilà donc quelqu'un qui a sacrifié à l'époque coloniale la répression. Souhaï Joël a continué. Vous savez qu'on avait fermé la faculté de philosophie, le département de philosophie à l'université, parce qu'on ne voulait pas. Parce qu'un intellectuel, cher Edouard, c'est la liberté. Et quand vous êtes dans un pays liberticide comme le Cameroun, l'université était devenue un cimetière et une peloton d'exécution. Les professeurs Djongwane Dipoko, Dikoumé, ils sont là, ils vont vous dire qu'il était interdit d'écrire même de manière critique sur l'histoire du Cameroun, les Achille Mbembe. Comment vous voulez que les gens avancent dans la pensée? Et on a donc neutralisé, parce que c'est une pensée judéo-chrétienne, neutraliser le savoir dans leur cerveau pour les rendre pauvres. Et c'est ça qui continue. Donc on a neutralisé, et c'est technique, c'est scientifique. Les autres éléments qu'on dit là, moi j'ai vécu 10 ans sans salaire, mais je ne me suis pas mis à genoux. J'ai des amis partout, je dis y compris au RDPC. Et j'ai des amis, même dans leur loge là, j'ai des amis qui peuvent intervenir à tout moment. Mais je leur ai dit non, ça ne sert à rien. Parce que ça va décourager les Camerounais qui veulent mener des batailles. Et je suis content qu'il y ait des Camerounais qui le fassent. La solution, la vraie solution, c'est de faire la République. Et je le dis souvent, Paul Biya est l'une des plus grandes réussites qu'une famille puisse avoir. S'il veut vraiment ne pas sombrer dans la poubelle de l'histoire, il faut qu'il laisse les Camerounais entrer en démocratie. La seule chose qu'il peut faire aux Camerounais, c'est qu'à la fin de sa vie, qu'il nous laisse des textes. Parce que les faux textes illégaux, comme celui de la vice-présidente qu'on a pris là, voilà un texte, par exemple, qu'il faut jeter à la poubelle. Parce qu'il est anticonstitutionnel et illégal. La fonction présidentielle doit être un mandat du peuple. Paul Biya, dans sa constitution, ne lui a pas dit qu'il pourvoit aux fonctions présidentielles. On a dit aux fonctions civiles et politiques, aux autres fonctions. Civil et Militaire. Fonction politique n'est pas là. Donc, le texte qu'on a pris l'autre jour à l'Assemblée est un faux texte. Il faut le jeter. C'est un texte qui prépare, une fois de plus, je le dis, et je le dis avec gravité. Il faudrait que l'histoire du Cameroun nous enseigne qu'on ne triche pas avec le destin d'un peuple. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Cameroun, c'est de la tricherie avec le destin. C'est la fuite en avant avec notre histoire. Et là où nous allons, il n'y a pas deux chemins, c'est le chaos. La solution, c'est de faire République. La République, c'est quoi? C'est qu'on s'asseye de manière consensuelle. Personne n'est contre vous individuellement, vous qui êtes au RDPC. Vous êtes nos amis. Et qu'on crée un cadre légal qui donne à chacun la certitude qu'arriver au sommet, gérer le Cameroun est possible pour tous les Camerounais, quelles que soient leurs opinions. Parce que la guerre qu'il y a dehors, c'est qu'on croit que c'est ceux qui ont le diplôme qui ont droit à l'opinion. C'est faux. Même le Bayam Selam, qui est au bord de la route, le monsieur qui tient une boutique, le cordonnier qui nous aide à être bien chaussés, ces gens ont des idées qui peuvent sauver le Cameroun. Permettons au Cameroun de lever toutes ces idées. C'est ça la libération des énergies.
Et c'est de ça que l'Union des populations du Cameroun parle. Arrêtez les petits jeux de soutien de petits copains de secte qui pensent qu'ils sont arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Ça a eu lieu ailleurs. Ces pays sont dans la faillite. On se souvient du Zaïre, la Côte d'Ivoire, du Houphouët-Boigny et beaucoup d'autres. Évitons ça au Cameroun. Ok. Messieurs, on va sortir l'émission. Je voudrais avoir votre avis rapidement sur un sujet. Je sais que chaque fois que j'évoque ça, ça énerve un certain nombre de personnes. Mais il faut bien qu'on en parle. Peut-être qu'en les énervant davantage, on va se mettre au travail et la prochaine fois, on sera là. Je parle de la Coupe du Monde. Edouard Fouchivé, on a, je crois, 9 équipes sur 10 qui sont qualifiées. 9 équipes africaines. Je crois sur 10. Je crois qu'il n'y a que la Tunisie qui... Il n'y a que la Tunisie qui est là. Alors, ça traduit quoi? Que le niveau du football africain est en train de se développer? Je voulais, à travers cette question, féliciter d'abord le Cap-Vert, qui a battu le record de tous les pays africains. Première participation, première qualification. Aucune équipe. Aucune défaite. Aucune défaite. Non, même pas de défaite. Aucune équipe n'a traversé. En 92, on a fait 3 matchs, mais on n'est pas qualifié. Mais au moins, on n'est pas qualifié. C'est la première nation africaine qui arrive en Coupe du Monde et traverse. Donc, il faut féliciter. Féliciter doublement parce que le Cap-Vert a sorti le Cameroun. Oui. Donc, ça veut dire que le Cap-Vert a mérité. La troisième chose, c'est que le Cap-Vert nous a donné... C'est bien en termes de consolation. Oui, c'est très important. C'est le côté royal. Alors, le Cap-Vert a montré, n'est-ce pas, aux nations africaines que jouer au football, c'est un objectif. Il faut atteindre un objectif. On n'a pas suivi, depuis la qualification de cette équipe, les problèmes de couloir, de l'administration, de problèmes... c'est-à-dire, le problème se traite entre... Vous n'êtes au courant absolument de rien. Nous tous qui sommes ici, personne n'est au courant. Comme quoi, on peut taire les égos et on fixe des objectifs. Oui, mais même nous, on avait souvent des problèmes, mais on gagnait. Non, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le management, nous sommes dans un concept... Soro vient de dire quelque chose. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui un pays où, en face de nous, nous avons l'intelligence artificielle et puis on va faire la géographie à la faculté. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut quand même s'adapter. Le Cap-Vert a montré aujourd'hui que tout est possible. Je rentre maintenant dans le concept économique. Pour dire quoi? Pour dire que derrière ce que le Cap-Vert a fait, on vient de noter que les ruptures de barrières, les barrières peuvent tomber. Si les barrières culturelles et sportives tombent, les barrières économiques peuvent tomber. L'Afrique aujourd'hui peut être parmi les grandes nations de ce monde, en tout. Si nous bloquons nos matières premières, on les transforme sur place, les pays européens viendront en Afrique. Et ils ne viendront pas les mains vides, ils vont venir avec leur contribution scientifique. Le Cap-Vert a tout fait aujourd'hui pour que l'Afrique puisse utiliser le Cap-Vert maintenant comme un pays, comme le rêve africain. La géographie a pris une balle perdue, je ne peux pas laisser passer ça. Aujourd'hui, pour lancer des avions ou des appareils dans l'espace, on a besoin de géographie. Bien entendu. Ok, d'accord. Alors, Edmond, sur cette question. Je voudrais d'abord dire un dernier mot très rapide sur la question de l'intellectuel, pour dire clairement qu'un citoyen qui transforme sa société à travers ses idées ou par ses actions est un intellectuel. Je suis d'accord. Vraiment, là, je suis d'accord. Cela signifie qu'on peut être intellectuel sans être diplômé. Oui. Je résume ça comme ça. Si, c'est ce qu'on a dit. On a pris le cas résume ça comme ça. De Boileau-Tchèque. Oui, tout à fait. Maintenant, par rapport aux équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, je partage ce que Edouard Fouchivé a dit tout à l'heure pour le parcours vraiment du Cap-Vert, mais aussi le parcours d'autres équipes africaines qui nous ont montré comment ils sont constants dans l'évolution. C'est-à-dire depuis qu'ils participent aussi à la Coupe du Monde. Et cela me permet de rentrer maintenant dans mon pays et de dire combien cela me donne des leçons sur la nécessité pour ceux qui ont un rôle dans le football camerounais, que ce soit au niveau de la fédération comme au niveau de l'administration, de tout faire pour que l'environnement autour de l'équipe Fagnon
n'a pas besoin de bruit, C'est tout. n'a pas besoin C'est clair. d'embrouille. C'est clair. Il faut cette union sacrée dont on parle tant, mais qu'on n'applique pas. Et qu'on ferme les égaux. Et je suis d'accord. Il faut Quand taire les égaux de taire les part égaux et d'autre. Merci. Le Cameroun est au-dessus de tout. Voilà. On va s'arrêter là. Merci infiniment C'est bien à vous vous, que vous n'avez pas donné messieurs, la parole à Guana. d'être Non, venus moi, on me sur donne l'équipe du ce Cameroun, je gagne la Coupe plateau. du Monde. Merci à vous. Bon retour à Yaoundé, Simon Serge sort. Et qui vous entende, hein, parce qu'on a besoin de gagner la Coupe Je du Monde. dis, on me donne l'équipe du Cameroun, je gagne la Coupe du Monde. Laquelle? Celle qui est là aujourd'hui? Celle qui est Quelle là que soit aujourd'hui. l'équipe du Cameroun qu'on me donne, je gagne la Coupe du Vous Monde. avez fait comment? Vous avez les Écosses? Le problème, ce n'est pas les Écosses. Le football est une science. C'est un bassa. Le On va football s'arrêter. est une science. Le On Cameroun va a s'arrêter tout là. le potentiel pour La gagner. navigation a vu. Merci beaucoup, merci. La navigation a vu à tuer le football. Merci Les égaux. Moustapha Ngwana, merci Simon Sersoro, merci à Edmond Kamgia et à Edouard Fouchivé, merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse. Retrouvons-nous ce soir à partir de 20h30 dans le cadre de La Vérité en face. Nous recevons le premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, Mamadou Mouta. Bon dimanche à tous et à très bientôt.